Voici la traduction et l'adaptation complète en français de votre script, en respectant toutes vos directives, y compris le changement de protagoniste en grand-mère, la localisation culturelle et la préservation de l'arc narratif et du ton émotionnel. Astérisque astérisque astérisque, soit tu donnes ta carte de crédit à Lucas, soit tu fiches le camp de ma maison. On n'est pas une œuvre de charité, maman. Les mots de ma fille ont fendu l'air, tranchant. Puis le mug a basculé. Une vague de café bouillant a déferlé sur mes genoux, la brûlure traversant le tissu fin pour me mordre la peau. La tasse s'est écrasée au sol, ses éclats de porcelaine jonchant le carrelage comme des dents brisées. Karine me dominait du regard, les bras croisés. Son ton était neutre, comme récité, celui d'une employée lisant une note de service. Je fixais la tache sombre qui s'étendait sur mon pantalon, la vapeur qui montait en volute, l'odeur amère, les fragments à mes pieds, morceaux de quelque chose qui avait été entier. Je n'ai pas bougé, pas tout de suite. La brûlure était vive, et plus vive encore, le silence qui a suivi. Un silence qui me disait que j'avais été effacée aux yeux de ma propre fille. À cet instant, je n'étais plus sa mère. J'étais un fardeau à ébouillanter, à jeter. Mais ce qu'elle a pris pour de la résignation était tout autre chose. Car dans ce silence, une promesse a pris forme dans ma poitrine. Cette dette ne serait pas payée avec de l'argent. Elle apprendrait à quel point le mépris coûte cher. Astérisque, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter pour dire d'où vous regardez. Astérisque, Karine a été la première à me tourner le dos. D'une certaine manière, c'était plus blessant que le café. Pas un tressaillement, pas un hoquet, pas l'ombre d'un regret. Elle s'est simplement dirigée vers l'évier et s'est rincée les mains, comme si elle n'avait rien renversé de plus que de l'eau de vaisselle. « Maman, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont, » dit-elle sans me regarder. « Lucas en a besoin. Tu es assise sur de l'argent que tu n'utilises même pas. À quoi ça sert si tu n'aides pas ta famille ?» Le mot a quitté sa bouche avec une telle désinvolture qu'il en paraissait obscène. Lucas était assis en face de moi, avachi sur sa chaise, le visage éclairé par la lueur de son téléphone. Il ne faisait même pas semblant de cacher son ennui. 16 ans, et déjà passé maître dans l'art de croire que tout lui est dû. Il voulait 6 000 € pour un équipement de gaming. Il le disait comme un droit, pas comme une demande. Et Karine, ma fille, le soutenait comme une avocate défendant son client. J'ai tamponné ma cuisse avec une serviette en papier. La brûlure piquait, mais ce n'était rien comparé à la douleur qui se propageait dans ma poitrine. J'avais connu le feu. Le vrai. 30 ans comme infirmière aux urgences m'avaient appris ce que la vraie chaleur pouvait faire à la peau, au foyer, aux vies. Mais ce petit acte de mépris brûlait plus profondément que n'importe quel incendie que j'avais jamais combattu. « Je ne lui donnerai pas ma carte, Karine, » dis-je doucement. Ma voix était stable, mais chaque mot m'écorchait la gorge. Elle s'est retournée, les bras toujours croisés, son visage affichant un sourire narquois que je ne reconnaissais pas chez la petite fille que j'avais élevée. « Tu as de la chance qu'on te laisse rester ici après ton opération, » dit-elle. « Tu ne pouvais même pas marcher sans mon aide. Tu te souviens ? J'ai tout géré pour toi. Tes factures, tes ordonnances, tes courses. Et maintenant, tu veux me faire la morale sur l'argent ? » Ces mots tombaient, vifs, rapides, répétés, comme si elle avait attendu cette confrontation. Je les ai laissés m'atteindre. Chacun atterrissait comme un coup de botte sur ma poitrine. Mais je ne me suis pas levée. Je n'ai pas argumenté. Mon silence ne semblait que l'irriter davantage. « Soit tu me donnes la carte, » dit-elle en s'appuyant sur le comptoir comme une juge rendant sa sentence. « Soit tu seras parti d'ici à la fin de la journée. C'est non négociable. » La brûlure sur mes jambes me lançait, mais je me suis levée. Lentement, délibérément, je me suis redressée, j'ai regardé ma fille dans les yeux. « Je serai partie avant le coucher du soleil, » ai-je dit. Son rictus a vacillé une demi-seconde. Elle s'attendait à des supplications. À de la culpabilité. Elle s'attendait à ce que je craque. Au lieu de ça, je lui ai fait une promesse. Et les promesses, contrairement aux cartes de crédit, ne peuvent être révoquées. Je me suis éloignée. Mes pas étaient mesurés, lourds, chacun traînant un morceau de mon ancienne vie derrière lui. Le couloir menant à la chambre d'amis me semblait plus long que d'habitude. Chaque photo de famille sur le mur semblait me regarder passer avec une indifférence vitreuse. Il y avait Karine, 6 ans, une dent de devant en moins, brandissant un lapin en peluche. Il y avait son père, Jean, parti depuis 15 ans, souriant sous un soleil que nous pensions éternel. Je me suis arrêtée devant une photo. Karine le jour de sa remise de diplôme.
J'étais à côté d'elle, mon bras sur ses épaules, mon visage rayonnant de fierté, le sien brillant de l'avenir qui s'ouvrait. Je pensais avoir bien fait les choses pour elle. Je pensais que mes sacrifices avaient eu un sens. Mais la femme dans la cuisine n'était pas la jeune fille sur ce cliché. Quelque part entre le sourire de cette photo et le café brûlant sur mes genoux, elle avait changé. Ou peut-être avais-je simplement été trop aveugle pour le voir. Dans la chambre d'amis, l'air sentait le renfermer, un vague mélange d'antiseptique et de lessive. Ma valise était dans le placard, poussiéreuse mais prête. Je l'ai descendue, surprise par son poids. Ma hanche me faisait mal à cause de l'effort, mais la douleur m'était familière. Je pouvais vivre avec la douleur. J'ai ouvert le tiroir de la table de chevet et j'en ai sorti une petite enveloppe que j'avais cachée là des mois auparavant. À l'intérieur se trouvaient des copies de mon acte de naissance, de mes cartes d'assurance et un bout de papier avec le numéro de mon compte bancaire griffonné de ma main tremblante. À l'époque, je ne savais pas pourquoi je les cachais ici. Maintenant, je comprenais. Une partie de moi avait toujours su que ce jour viendrait. Je me suis assise au bord du lit, la valise à mes pieds. Mes mains tremblaient, non de faiblesse, mais de lucidité. Depuis le salon, j'entendais la télévision s'allumer sur une émission de télé-réalité que Karine aimait regarder. Des rires emplissaient la maison, mais aucun ne m'appartenait. Pas une seule fois elle n'a frappé à la porte. Pas une seule fois Lucas n'a demandé si j'allais bien. Ils avaient été clairs. Je pliais chaque chemise avec soin, méthodiquement, comme si je préparais un voyage que j'avais déjà planifié. Mon esprit a dérivé vers les années que j'avais passées dans cette même chambre, à me remettre de mon opération de la hanche. Karine m'avait apporté du thé, avait bordé une couverture sur mes jambes et m'avait dit que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire. J'avais été reconnaissante, stupidement reconnaissante. Mais sa gentillesse avait des conditions. Invisible au début, puis se resserrant jusqu'à me couper. Ce qu'elle appelait de l'aide était du contrôle. Ce qu'elle appelait du soutien était une cage. En faisant ma valise, j'ai trouvé une petite pochette en cuir au fond du tiroir. À l'intérieur se trouvait une bague en perles, celle que mon défunt mari, Jean, m'avait offerte. Je ne l'avais pas regardée depuis des années. Je l'ai tenue dans ma paume, sentant sa surface lisse, me souvenant de la chaleur de sa main. « Jean », ai-je murmuré, bien que personne ne fût là pour m'entendre. « Tu saurais quoi faire. » Une larme a menacé de couler au coin de mon œil, mais je l'ai ravalée. Les larmes ne m'aideraient pas maintenant. La détermination, si. On a frappé faiblement à la porte d'entrée. Pas à ma chambre. J'ai entendu des voix. Le ton sec de Karine accueillant un livreur. Des colis qui arrivaient. La vie continuait. Pas une seule fois elle n'a appelé mon nom. J'ai fermé la valise. Le son de la fermeture éclair était définitif, comme une porte qui se ferme. J'ai de nouveau regardé la photo de la remise de diplôme sur la commode. Mon sourire y était plein, fier. Je n'étais pas fier maintenant. J'étais éveillée. Le calme ne signifie pas la faiblesse. Le silence ne signifie pas la résignation. Je me suis levée, m'appuyant sur la commode. Le poids dans ma poitrine est passé de la peine à l'acier. Ils pensaient que j'allais supplier. Ils pensaient que j'allais m'accrocher. Ils pensaient que j'allais céder. Ils avaient tort. Alors que je soulevais la valise, quelque chose a attiré mon attention sous le lit. Un carnet, mon vieux carnet, où je notais mes listes de courses. Je l'ai sorti, l'ai épousseté. Sur la dernière page, il y avait des chiffres. Des numéros de compte. Les miens. Je les ai fixés, mon pouce stabilisant. Karine avait pris la carte. Elle pensait avoir tout pris. Mais elle n'avait pas pensé à prendre ça. J'ai glissé le carnet dans ma poche. Dehors, le soleil déclinait, projetant de longues ombres sur le sol. J'ai posé la valise près de la porte, ma veste soigneusement drapée sur la poignée. D'ici à ce que la lumière s'estompe, je serais partie. Pas brisée, pas rejetée. Juste partie. Et quelque part, d'une manière ou d'une autre, Karine et Lucas apprendraient que le mépris a toujours un prix. Assise au bord du lit, la valise attendant près de la porte, mes yeux se sont posés sur cette photo de remise de diplôme qui était sur la commode depuis des années. Karine et moi, épaule contre épaule, son visage illuminé par la jeunesse et l'ambition, le mien gravé de fierté et d'épuisement. Ce moment était censé être un tournant, le jour où j'ai cru que tous les sacrifices que j'avais faits avaient enfin porté leurs fruits. J'ai pris le cadre, le verre froid contre mes doigts, et pendant quelques secondes, je l'ai juste regardé.
La femme qui m'avait versé du café dessus ce soir n'était pas la même jeune femme sur cette photo. Ce sourire si plein d'espoir appartenait à quelqu'un d'autre, quelqu'un que j'avais connu. L'odeur de café brûlé s'accrochait encore à mon pantalon, mais en tenant ce cadre, je pouvais presque me persuader de respirer autre chose. L'air du printemps, l'herbe fraîchement coupée, le parfum léger de mon défunt mari, Jean, alors qu'il serrait Karine dans ses bras après la cérémonie. Pendant un instant, j'étais de retour là-bas, dans un amphithéâtre rempli de familles en liesse, me tenant droite alors que ma fille traversait la Seine. À l'époque, je pensais que les années les plus difficiles étaient derrière nous. Quand Jean est mort, Karine avait à peine 14 ans. Je me suis retrouvée seule avec une adolescente pleine de chagrin et de questions auxquelles je ne savais pas répondre. J'étais infirmière depuis plus de 20 ans, habituée à courir dans des situations de crise sans hésitation. Mais élever seule une fille en deuil, c'était un feu pour lequel aucune formation ne pouvait me préparer. J'ai fait de mon mieux. Je faisais des gardes doubles et j'essayais quand même d'être présente à chaque récital, chaque match, chaque réunion parents-professeurs. Je préparais des dîners avec des plats tout prêts, j'en brûlais plus que je n'en cuisinais, et je raccommodais ses projets scolaires sur la table de la cuisine après minuit. Je n'oublierai jamais la fois où elle avait besoin d'une maquette de volcan pour son cours de sciences. J'avais oublié, au cours d'une semaine chaotique à l'hôpital. Elle m'a trouvé endormie sur le canapé, ma blouse encore froissée, mes mains gercées par le savon antiseptique. Elle m'a secouée pour me réveiller, sa voix petite mais ferme. « Maman, ce n'est pas grave. On peut en faire un autre. Tu vas m'aider. » C'est ce que font les mamans. Sa confiance, à ce moment-là, était si pure qu'elle m'a presque brisée. Elle se fichait du volcan. Ce qui comptait, c'est que je sois là. J'y pense souvent maintenant, parce que quelque part en chemin, ce genre de confiance a changé. C'est devenu autre chose, quelque chose de plus froid. Au lycée, elle était mon ombre. Elle me faisait signe dans les gradins à ses matchs de basket, cherchant toujours à s'assurer que j'étais là. Elle s'appuyait sur moi pour des conseils, même si je n'avais pas grand-chose de plus à offrir qu'un sourire fatigué. L'université a été la première fois où je l'ai sentie s'éloigner. Elle appelait moins, ne venait que pour les vacances. J'ai mis ça sur le compte du fait de grandir, de l'indépendance. C'était censé être une bonne chose, non? On élève nos enfants pour qu'ils nous quittent un jour, pour qu'ils fassent leur chemin. C'est ce que je me disais quand elle a oublié mon anniversaire une année, quand elle a manqué Noël à cause du travail. Mais quand je la voyais, je remarquais quelque chose de différent. Ses yeux parcouraient la pièce, agités, comme si elle mesurait déjà ce qui devait être réparé, ce qui devait être contrôlé. J'ai balayé ça d'un revers de la main. Elle est juste stressée, me disais-je. Elle reviendra. Le jour de sa remise de diplôme, j'ai cru que toute cette distance en avait valu la peine. Debout à côté d'elle pour cette photo, j'ai ressenti l'absence et la présence de Jean tout à la fois. J'ai pensé, on a réussi. Elle est prête pour son avenir. Je ne savais pas que son avenir serait un jour construit sur la diminution du mien. Les premiers petits signes sont apparus après ma retraite. J'avais ma pension, mes économies, la maison que Jean et moi avions achetée ensemble. Karine a commencé à proposer son aide. « Maman, laisse-moi m'occuper de tes factures en ligne. Ce sera plus simple, moins de paperasse. Maman, je vais faire les courses. Tu n'as pas besoin de te fatiguer. Maman, tu ne devrais pas t'embêter avec les voisins. Tu te fatigues trop vite. » Cela ressemblait à de l'attention. Et au début, j'étais reconnaissante. Après des années à donner, c'était agréable de se sentir prise en charge. Mais petit à petit, le monde autour de moi s'est rétréci. La boîte aux lettres que j'avais l'habitude d'ouvrir moi-même est restée vide. Les appels de vieux amis n'arrivaient plus jusqu'à moi. Même le club de belote local où je jouais le jeudi soir a cessé de m'inviter parce que, comme je l'ai appris plus tard, Karine leur avait dit que j'étais trop fatiguée pour jouer. Je me disais que c'était temporaire, qu'elle m'aidait juste à me remettre de mon opération de la hanche, qu'elle était occupée et essayait de tout gérer. Mais la vérité était plus dure. Elle me gérait, moi. Un soir, il y a environ 3 ans, elle est rentrée tard du travail. J'attendais dans le salon, comme je le faisais quand elle était adolescente et rentrait après le couvre-feu. Les vieilles habitudes ont la vie dure. « Tu n'as pas besoin de m'attendre, maman, » dit-elle en enlevant ses chaussures, sa voix plus sèche que prévu. J'ai ri. Je m'assure juste que tu rentres saine et sauve. Elle a soupiré. Saine et sauve, maman. J'ai 30 ans. Je n'ai pas besoin d'un chaperon. Ça m'a piqué plus que je ne l'ai laissé paraître.
Elle est allée se coucher sans un mot de plus, et je suis restée assise longtemps après que les lumières se soient éteintes, à regarder la maison silencieuse. C'était la première fois que je sentais que j'avais peut-être abusé de mon hospitalité dans sa vie. Mais je n'ai rien fait, parce que les mères n'abandonnent pas. Les mères restent, même quand la porte se referme lentement. Les signes sont devenus plus forts au fil des ans. La façon dont elle levait les yeux au ciel quand je lui posais des questions sur son travail. La façon dont elle rejetait mes conseils d'un plat. Tu ne comprendrais pas. La façon dont elle tressaillait chaque fois que l'argent était mentionné, comme si ma question sur mes comptes était une sorte d'accusation. Un soir, je l'ai surprise au téléphone avec une amie. Elle ne regarde même plus ses relevés de compte, dit-elle en riant. Je m'occupe de tout ça. Honnêtement, c'est plus simple comme ça. Le rire m'a transpercé, non pas parce qu'elle mentait, mais parce qu'elle disait la vérité. Je n'avais pas vu de relevé de compte depuis des mois. Je l'avais laissé me convaincre que je n'en avais pas besoin. En y repensant maintenant, je réalise que le café sur mes genoux ce soir n'était pas le début. C'était la conclusion inévitable d'une longue et lente suppression, et je l'avais permis. J'ai tourné la photo de la remise de diplôme entre mes mains, regardant le reflet de la lampe scintiller sur le verre. Le sourire sur son visage sur cette photo signifiait tout pour moi. J'ai construit ma vie autour de sa protection. Mais ce sourire avait changé au fil des ans, s'était durci. C'était le même rictus qu'elle arborait ce soir dans la cuisine, les bras croisés, la voix plate disant que j'étais soit une carte de crédit, soit un fardeau. C'est ça qui m'a brisé. Pas la brûlure sur ma peau, pas le café sur mon pantalon, mais la prise de conscience que quelque part entre cette photo et cette nuit, j'avais perdu ma fille. Ou peut-être qu'elle s'était perdue elle-même. Un klaxon dehors m'a ramené à la réalité. La photo m'a glissé des mains et a heurté la commode avec un craquement sec. J'ai fixé la ligne en toile d'araignée qui parcourait maintenant le verre. Parfait. Une autre fracture. Un autre rappel que les choses entières ne le restent pas toujours. J'ai posé la photo face contre la commode. Je ne voulais plus voir ce sourire. J'ai ouvert le tiroir de la table de chevet et j'ai sorti le vieux carnet où je griffonnais mes listes de courses. J'ai feuilleté les pages peintes, pile jusqu'à la dernière. Des chiffres. Des numéros de compte que j'avais notés il y a des mois, juste au cas où. Je ne sais pas pourquoi je les avais écrits à l'époque. Peut-être qu'une partie de moi savait que ce jour viendrait, que le silence n'était pas la sécurité, mais un piège. Karine pensait avoir pris le contrôle de tout. Elle pensait m'avoir réduite à néant. Mais elle n'avait pas pensé à prendre ça. J'ai glissé le carnet dans la poche de ma veste, son poids léger mais stable, comme une braise attendant de s'enflammer. J'ai regardé une dernière fois la chambre, les murs que j'avais fixés en me remettant de l'opération. Le lit où je m'étais allongée, reconnaissante de ses soins. Le placard où j'avais rangé ma vie dans une valise, juste temporairement. Rien de tout cela n'avait été temporaire. C'était un lent remplacement de mon indépendance, de ma dignité, de moi. Mais plus maintenant. La télévision braillait faiblement depuis le salon. La voix de Karine flottait, riant de quelque chose à l'écran. Je l'écoutais de la même manière que j'écoutais sa respiration quand elle était enfant, endormie dans sa chambre. Sauf que maintenant, c'était le rire d'une étrangère. J'ai pris ma valise, l'ai posée près de la porte et j'ai pris une profonde inspiration. Le calme ne signifie pas la faiblesse. Le silence ne signifie pas la résignation. Je n'étais pas brisée. Je n'étais pas rejetée. Je ne faisais que commencer. Je me suis assise au bureau de la chambre d'amis bien après que la maison se soit tue. Ma valise était déjà faite, appuyée contre la porte, mais mes yeux revenaient sans cesse sur le vieux carnet que j'avais glissé dans la poche de ma veste. Ce carnet n'avait rien de spécial. Une couverture bon marché, des coins cornés, à moitié remplis de listes de courses et de gribouillis. Mais sur la dernière page, celle que j'avais failli arracher des mois auparavant, il y avait des chiffres. Mes numéros de compte, écrits de ma main tremblante. Je ne me souviens pas exactement pourquoi je les avais notés. Peut-être une habitude, peut-être de la paranoïa, peut-être quelque chose de plus profond. Peut-être qu'une partie de moi savait que ce jour viendrait. J'ai sorti le vieil ordinateur portable de sous le lit. Il était poussiéreux, plus lourd que dans mes souvenirs, et quand je l'ai ouvert, les charnières ont grincé comme des os arthritiques. Je n'y avais pas touché depuis 1 an, peut-être plus. Karine m'avait dit que ça ne servait à rien. Tu vas juste t'embrouiller, maman, avait-elle dit un jour, me l'arrachant des mains alors que j'essayais de consulter mes emails. Je vais m'en occuper. Repose-toi. À l'époque, je l'avais laissé faire. Ce soir,
je ne me reposais pas. Ce soir, j'avais besoin de réponses. L'ordinateur a eu du mal à démarrer, mais quand la faible lueur a finalement rempli l'écran, j'ai ressenti une étrange vague de soulagement, comme si un vieil ami s'était réveillé d'un coma. J'ai essayé le premier mot de passe qui m'est venu à l'esprit, l'anniversaire de Jean. Refusé. J'ai essayé notre anniversaire de mariage. Refusé à nouveau. Mes mains planaient au-dessus des touches, aussi inutiles que des outils cassés. Pendant une seconde, j'ai pensé, peut-être que Karine avait raison. Peut-être que je n'avais plus rien à faire ici. Puis je me suis souvenu de cette Bible sur l'étagère. Je l'ai prise, j'ai feuilleté ses pages usées, et bien sûr, un post-it jaune délavé en est tombé. Mon écriture me regardait, le mot de passe que j'avais griffonné là il y a longtemps. Je l'ai tapé avec soin. L'écran a clignoté. Puis soudain, j'étais dans mon compte. Mon nom. C'est difficile de décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Pendant des mois, je m'étais senti effacé, invisible, géré comme une note de frais. Mais il était là, mon nom à l'écran, la preuve que j'existais encore, que j'avais encore une place dans le monde qui n'était pas filtré par le contrôle de ma fille. Le soulagement n'a pas duré. Mes yeux ont parcouru la page, scrutant les transactions, et chaque ligne était comme un coup au corps. Des dépenses que je ne reconnaissais pas. Des centaines d'euros chez des détaillants en ligne. Des livraisons de nourriture tard le soir que je n'avais jamais mangé. Des services de streaming empilés les uns sur les autres, dont je n'avais jamais entendu parler. Et puis les frais de jeux vidéo. Des milliers d'euros, étalés sur des semaines et des mois. De l'argent siphonné de ma pension par petites gouttes numériques. Le plus récent daté d'hier. 600 € dans un magasin d'électronique. Lucas. Je me suis adossé à la chaise, serrant les accoudoirs jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. Là. Première fois, son masque se brisa complètement. Sa mâchoire se crispa, ses yeux se rétrécirent. Tu es paranoïaque, siffla-t-elle. Tu as toujours été paranoïaque. Pas étonnant, papa. Elle s'arrêta. Trop tard. J'ai senti les mots comme une lame. Pas étonnant, papa. Elle avait été sur le point de remuer le couteau dans la plaie. J'ai expiré lentement. Sors, Émilie. Ses yeux brillèrent de colère, mais elle se leva, attrapa son sac à main et partit sans un autre mot. La porte se referma derrière elle avec une finalité qui résonna dans toute la maison. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise à la table de la cuisine avec la boîte de cigares en acajou devant moi, vide, mais toujours lourde. J'ai pensé à Émilie enfant, s'endormant sur ma poitrine après l'histoire du soir. J'ai pensé à son adolescence, claquant les portes, me traitant de démodée. J'ai pensé à son mariage, la façon dont elle souriait à Daniel mais ne se retournait jamais vers moi. Et puis j'ai pensé à elle ce soir, le venin dégoulinant de ses mots. J'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Émilie m'en voulait de vivre, de durer plus longtemps qu'elle ne le souhaitait. Et cela signifiait qu'elle n'arrêterait pas. Alors, j'ai commencé à planifier. Pas avec les poings, pas avec la rage, mais avec patience, précision et les outils qu'Émilie ne pourrait jamais comprendre. La loi, le papier et le temps. J'ai rappelé Maître Bernard. Une dernière chose, dis-je. Je veux créer une fiducie. Inattaquable. Émilie ne verra pas un centime. Bernard gloussa sombrement. On dirait la guerre. Non, dis-je. C'est de la survie. Le retournement de situation est arrivé 2 jours plus tard. Une lettre est arrivée par la poste, d'aspect officiel. Elle provenait d'un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas. Madame Cartier, disait-elle, nous représentons Émilie Lambert. Ceci est pour vous informer de son intention d'engager une procédure de mise sous tutelle, citant des inquiétudes concernant vos capacités mentales. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. La tutelle. Elle n'attendait pas seulement ma mort. Elle essayait de me faire déclarer inapte à vivre. La lettre tremblait dans ma main longtemps après que j'ai fini de la lire. Demande de mise sous tutelle. Inquiétude concernant un déclin des capacités mentales. Ce n'était pas que des mots sur du papier. C'était une lame, aiguisée et polie par ma propre fille. La tutelle 6, 7, 8, 9, 10 si elle réussissait, elle n'aurait pas besoin d'attendre mon testament ou mon assurance vie. Elle posséderait ma vie pendant que je respirais encore. J'ai plié la lettre, l'ai glissée dans son enveloppe et je me suis assise à la table de ma cuisine, au même endroit où Martin et moi jouions aux cartes les soirs tranquilles. J'ai murmuré à la chaise vide en face de moi. Elle essaie de m'enterrer vivante.
Le lendemain matin, j'ai foncé au bureau de maître Bernard. Il n'eut qu'à voir mon visage pour mettre de côté la pile de dossiers sur son bureau. Racontez-moi, dit-il. Je lui tendis la lettre. Ses lèvres bougèrent silencieusement pendant qu'il lisait. Puis il se pencha en arrière avec un long soupir. La tutelle. C'est audacieux, et c'est sale. Elle veut prouver que je suis sénile, dis-je à voix basse. Elle veut que le tribunal me prive de mes propres décisions. Bernard tapota le papier. Ne la sous-estimez pas, Jeanne. Ces demandes peuvent être dangereuses. Si elle amène des médecins, des voisins, même des reçus d'erreurs, les juges les prennent au sérieux. Quelles erreurs? Demandai-je sèchement. Il hésita. Dites-moi honnêtement, avez-vous eu des absences? Oubliez vos médicaments, laissez la cuisinière allumée. J'ai serré la mâchoire. J'ai 67 ans, je ne suis pas gâteuse. Je me souviens de plus de choses qu'elle ne l'a jamais cru. Bernard se pencha en avant. Alors nous nous battrons. Mais prudemment. Ce n'est pas une question de colère. C'est une question de preuve. Si elle veut monter un dossier contre vous, nous en monterons un plus solide pour vous. Cette semaine-là, Émilie a commencé son spectacle. Des voisins sont passés avec des histoires étranges. Madame Patterson d'en face, votre fille a mentionné que vous étiez un peu confuse ces derniers temps. Elle a dit que vous aviez laissé votre porte d'entrée grande ouverte toute la nuit. Un pharmacien, plissant les yeux vers moi. Émilie nous a dit que vous oubliez parfois vos ordonnances. On nous a conseillé de garder un œil sur vous. Et à l'église, les murmures se propageaient comme une traînée de poudre. C'est si triste. La pauvre Jeanne n'a plus toute sa tête. Heureusement qu'Émilie intervient. C'était une campagne, aussi méthodique que n'importe quelle élection. Elle ne se contentait plus d'empoisonner des cigares. Elle empoisonnait les réputations. J'ai tenu un journal. Chaque conversation, chaque visite, chaque détail. Date, heure, nom. Si elle voulait me traîner devant un tribunal, j'apporterais la vérité reliée en cuir. Un soir, alors que j'écrivais à la table de la cuisine, le téléphone a sonné. Je m'attendais à ce que ce soit Bernard. C'était Émilie. Maman, dit-elle, son ton doux comme du sirop. J'ai entendu dire que tu avais des problèmes. Les médicaments, les portes non verrouillées. C'est drôle, répondis-je. J'ai entendu la même chose. Je me demande d'où viennent ces rumeurs. Silence. Puis d'une voix aussi tranchante que du verre, elle dit. Tu peux rendre les choses faciles, tu sais. Signe juste la procuration. Tu n'auras pas à subir l'embarras d'une audience. J'ai ri. Un son que je n'avais pas entendu sortir de ma poitrine depuis des mois. L'embarras? Émilie, la seule personne embarrassante ici, c'est toi. Elle a raccroché. L'audience a eu lieu 2 semaines plus tard. Le palais de justice sentait le vieux bois et le café éventé. Je portais mon plus beau tailleur, celui que Martin aimait tant. Bernard se tenait à mes côtés, solide comme un phare. Émilie est arrivée avec son avocat, un homme élégant dans un costume à 1000 € qui avait l'air de n'avoir jamais manqué un repas de sa vie. Émilie elle-même portait du noir, comme si elle était déjà en deuil de moi. La juge, une femme plus âgée aux yeux perçants, a ouvert la séance. Demande de mise sous tutelle de Madame Jeanne Cartier. Maître, vous pouvez commencer. L'avocat d'Émilie se leva. Votre honneur, ma cliente s'inquiète pour sa mère. Elle oublie des tâches de base, laisse sa maison sans surveillance, néglige sa santé. Nous craignons pour sa sécurité. Il produisit des papiers, des déclarations de voisins, des relevés de pharmacie. Des murmures emplirent la salle d'audience. La juge se tourna vers moi. Madame Cartier, que répondez-vous? Je me suis levée lentement, le poids de chaque année dans ma colonne vertébrale, mais aucun dans ma voix. Madame la juge, je ne suis peut-être plus jeune, mais je ne suis pas incompétente. J'ai géré ma maison, mes finances et ma santé avec plus de soin que ma fille n'a jamais géré son propre mariage. Des hoquets de surprise parcoururent la salle. Le visage d'Émilie devint rouge. Je brandis mon journal en cuir. J'ai documenté chaque interaction depuis qu'elle a commencé cette campagne. Date, heure, mots exacts. Voisin sous pression, pharmacien trompé. Une machine à calomnie conçue non pas pour me protéger, mais pour me. Voisin avec qui je partageais des bières a laissé la place à l'homme qui avait tiré une centaine de familles des incendies de paperasse. Pas une cape de héros, juste de la compétence. Depuis combien de temps n'as-tu rien vu de tout ça? A-t-il demandé.
Des mois, ai-je dit. Peut-être plus. Elle a tout mis en dématérialisé. A dit que c'était plus simple. Elle pensait bien faire au début. Ou elle disait le faire. Il a émis un petit son dans sa gorge. Pas tout à fait un rire. Il a tapé sur une ligne avec le stylo. 11,99 €, répété à différentes dates. C'est un abonnement premium à un service de streaming, dit-il. 3 d'entre eux, empilés. Tu ne regardes pas ça. Je regarde la météo et un match de foot quand c'est gratuit, ai-je dit. Il a descendu la page. Magasin d'électronique, livraison tard le soir, ici. Il a encerclé une flopée de dépenses qui ressemblait à une colline de fourmis. Achats intégrés dans des jeux. Ça n'a pas l'air d'être ponctuel. C'est une habitude. Il a écrit « Lucas » à côté, non pas en demandant, mais en annotant la vérité. Il a continué à lire, et le seul son dans la pièce pendant un moment fut le murmure du papier sur le papier et le bruit sourd lointain du réfrigérateur qui se mettait en marche. Quand il a atteint le dépôt, il s'est arrêté et a levé les yeux. Ce virement de la mutuelle, dit-il. Elle n'y a pas touché. Je ne pense pas qu'elle sache que ça existe, ai-je dit. Ou elle s'en fichait parce que ce n'était pas aussi conséquent que la pension. C'est quelque chose, dit-il, et ça ne sonnait pas petit quand il le disait. Il a pointé le carnet. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mon écriture, ai-je dit. Mes comptes. Dernière page. Je les ai notés il y a des mois. J'avais oublié pourquoi. Je m'en suis souvenu ce soir. Il l'a ouvert, en faisant attention de ne pas fendre la reliure, et s'est tourné vers la dernière page. J'ai regardé les colonnes de chiffres défiler sur ses lunettes. C'était comme le laisser lire mon journal intime et n'y trouver que des lignes de compte. D'accord, dit-il après une minute, et le mot avait du poids. Il a posé le carnet là où se trouvait le bloc-notes jaune, et a rapproché le bloc. Nous allons établir une chronologie. Transaction par date, note sur où tu étais, qui avait ton sac, qui t'a dit quoi. Chaque petite chose. Il ne s'agit pas de vengeance, Hélène. Il s'agit de preuves. Je sais. J'en ai fini de crier. Je veux que le papier parle. Il m'a regardé une fois, impressionné, peut-être, mais ne l'a pas dit à voix haute. Les hommes comme nous ne s'accrochent pas de médaille au cou. Il a cliqué sur son stylo et a tracé une ligne. Commençons il y a 6 mois, dit-il. Quand as-tu cessé de voir les relevés? Nous avons tout passé en revue comme des gens qui nettoient une cave après une inondation. On sort une boîte détrempée, on l'ouvre, on décide quoi garder, quoi jeter. Un par un, nous avons daté chaque dépense, devinant quand c'était nécessaire, et comblé les vides avec ce dont je me souvenais. Le soir où elle a insisté pour porter mon sac en sortant de la pharmacie. L'après-midi où elle a dit que le facteur avait dû se tromper de boîte aux lettres. La semaine où elle a dit au club de belote que j'étais trop fatiguée, alors que ce qu'elle voulait dire, c'était « j'avais mes propres amis, et c'était gênant ». À un moment, il a posé son stylo et m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Tu ne lui as pas donné de procuration, n'est-ce pas ?»« Non, ai-je dit. Elle en a parlé, a dit que ça aiderait avec les formulaires médicaux, mais je n'ai jamais signé. Je me souviens de la voix de Jean à propos de ce genre de choses. Ne signe pas ce que tu ne comprends pas. J'ai obéi à au moins un commandement dans cette maison. » Il a hoché la tête. Cela a changé quelque chose sur son visage. Un calcul est passé d'une colonne à l'autre. Bien, dit-il. Alors, quoi qu'elle ait fait, elle l'a fait sans les bons papiers. Nous avons continué à travailler. Quand mon dos a protesté, je me suis levée et je suis allée à l'évier pour rincer 2 tasses. Il a dit, assieds-toi, de la même manière qu'on aboyait sur les nouvelles recrues quand un toit menaçait de céder. Je l'ai ignoré et j'ai fait couler l'eau quand même. Certaines habitudes ne relèvent pas du contrôle, mais de la dignité. Il a souri sans que sa bouche ne bouge et m'a laissé ramener les tasses à la table. Nous avons bu un café qui n'était pas assez chaud pour blesser qui que ce soit, et l'horloge du micro-ondes égrenait en chiffres vers les minutes vers minuit. Demain, dit-il, nous irons ensemble à ta banque. Nous demanderons à parler à un spécialiste de la fraude. Nous apporterons ça. Nous serons calmes. Précis. Nous demanderons un gel de la carte et un examen des 6 derniers mois de transactions. J'ai hoché la tête. La planification d'une journée est une sorte de prière. Puis il a continué. Nous ouvrirons quelque chose de nouveau. Une autre institution, pas une grande banque chic, une caisse de crédit. Nous mettrons ce dépôt de la mutuelle hors de portée. Nous réinitialiserons tes identifiants en ligne.
Nouvelle adresse email, authentification à 2 facteurs liés à ton téléphone, pas un appareil partagé. Elle a configuré mon email, ai-je dit. Je ne sais même pas si c'est le mien. Il a pris l'ordinateur portable. Voyons ça. Nous nous sommes connectés à mon ancien compte. Il nous a fallu 5 tentatives et une récupération via un numéro de téléphone qui m'appartenait toujours. Quand la boîte de réception s'est ouverte, la première chose que j'ai ressentie a été la honte. Des boîtes de messages non ouverts, des mois de messages empilés comme des congères de neige. Il a scanné, puis a cliqué sur un symbole d'engrenage et s'est penché en arrière pour que je puisse voir ce qu'il voyait. Une règle de transfert. Chaque email contenant le mot « relevé » ou « banque » dans l'objet était automatiquement acheminé vers une autre adresse. La sienne. Il n'a pas juré. Il a juste expiré. Ça ne jouera pas en sa faveur si quelqu'un demande, dit-il. Il a cliqué sur « Désactiver » d'un seul geste calme, puis a imprimé la page qui montrait la règle et la date de sa création. La preuve n'est pas un argument. C'est un horodatage. Nous avons parcouru la boîte de réception à la recherche d'autres règles, d'autres petites entailles creusées dans la neige. Il y en avait une autre, un filtre qui plaçait les messages de mes amis dans un dossier appelé « Santé archivée ». Il a cliqué sur des notes de collègues avec qui j'avais travaillé. Des photos de petits-enfants de personnes qui me sont chères, des invitations à des barbecues que je n'ai jamais vues. J'ai lu pendant un moment jusqu'à ce que les mots se brouillent. Il y a un genre de vol qui ne concerne pas l'argent. Nous avons imprimé ça aussi. Il y a eu un bruit sourd dans la maison, la porte d'un voisin ou le tassement de la chaleur dans les vieux tuyaux, et nous avons tous les deux levé les yeux, puis avons ri doucement de notre nervosité. Retour au travail. Les charges, dit-il. D'où sont-elles débitées ? Nous avons sorti un autre relevé et tracé les lignes de dépenses. Électricité, gaz, Internet, la plupart en prélèvement automatique à l'adresse où vivait Karine. Mon argent paie sa lumière. Pour la chaleur dans la pièce ou une tasse de café refroidie sur le comptoir. Pour le routeur que son Phil utilise pour diffuser ses jeux en direct sur du matériel que j'ai financé. Je ne t'ai jamais demandé de payer mes factures, ai-je dit. Et la phrase a sonné ridicule dès que je l'ai entendue. Comme un enfant insistant qu'il n'a pas mangé les biscuits, même avec des miettes sur les lèvres. Tu n'as pas eu à le demander, dit Gérard. Elle a fait en sorte que tu ne puisses pas. Il a pris son téléphone. J'appelle quelqu'un. Qui ? Une femme du service départemental de protection des personnes âgées. Nadine. Elle ne porte pas d'insigne, mais quand elle se présente, les directeurs de banque redressent leur veste. Il est sorti dans le couloir pour que sa voix ne couvre pas la mienne. J'ai siroté mon café et écouté le faible murmure. Il est revenu avec un stylo derrière l'oreille. Elle nous rejoindra à la banque, dit-il. Elle dit que tu n'es pas la première. Elle dit que ça aide d'avoir quelqu'un dont le titre a un peu de poids. Tu penses qu'ils me croiront ? Ai-je demandé, me surprenant moi-même par la question. Elle sonnait aussi enfantine. Ils croiront le papier, dit-il. Et ils croiront la femme qui l'a apporté sans une once de fumée dans son souffle. Nous avons travaillé jusqu'à ce que la lampe commence à créer une tache lumineuse dans l'obscurité, comme un navire sur une mer noire. À un moment donné, il a sorti une boîte en bois et l'a ouverte. À l'intérieur se trouvaient des formulaires appropriés, des modèles de lettres de révocation, une attestation sur l'honneur pour les frais contestés, une liste de contrôles écrite de sa main soignée. Il avait fait ça pour d'autres, je le voyais maintenant, discrètement, comme on change le pneu d'un voisin dans l'allée. Il a fait glisser le modèle de révocation vers moi. C'est pour toute autorisation qu'ils prétendent que tu as donné, dit-il. Nous le remplissons. Nous joignons la déclaration sur le contrôle, les règles de mail et la chronologie. Nous n'accusons pas, nous décrivons. J'ai écrit. Le stylo semblait lourd, le papier jaune très jaune. Astérisque je n'ai pas autorisé. Astérisque c'est une chose étrange d'écrire son innocence comme une liste de courses. C'était à la fois noble, ridicule et nécessaire. À la 2e page, ma main s'est affermie. À la 3e, mon écriture s'est redressée. Parfois, la posture est un choix que l'on fait à une table de cuisine. Quand il a cherché le titre de propriété de ma maison, j'ai laissé échapper un rire amer. Je ne sais pas où est l'original, ai-je dit. Karine a déplacé la plupart du classeur après mon opération. Elle disait qu'elle organisait. Elle a peut-être confondu mes papiers avec les siens. Il a de nouveau hoché la tête. Une autre équation épinglée, des colonnes qui bougent.
Je peux obtenir une copie auprès du service de la publicité foncière demain matin, dit-il. Nous verrons ce qu'il en est. De quoi te souviens-tu? As-tu déjà signé une renonciation? Non. L'as-tu ajouté au titre de propriété pour des formalités hospitalières? Non. Je me souvenais des conversations. La façon dont elle avait lancé l'idée comme une plume, sans jamais vraiment la placer dans ma main. J'ai de nouveau entendu Jean. Astérisque ne signe pas ce que tu ne comprends pas. Astérisque, c'était peut-être la seule fois où j'avais écouté. Et ça m'avait sauvé. Alors, je suppose que tu es toujours l'unique propriétaire, dit-il. Ce qui signifie qu'elle y vit à ta discrétion. C'est important, Hélène. J'ai poussé un long soupir qui a adouci quelque chose dans ma poitrine. La maison n'était pas seulement du bois et des tuiles. C'était le rire de Jean dans le jardin. Les marques de crayon sur la porte du cellier, où la taille de Karine était notée. C'était mon nom, imprimé en noir sur blanc quelque part dans un tiroir départemental. C'était une chose que je pensais perdue. Et peut-être que non. Demain, a-t-il répété, cette fois un peu plus doucement. Banque d'abord, publicité foncière ensuite, caisse de crédit en troisième, et la poste. J'ai ajouté les mots, sortis avant même que je sache pourquoi. Il a penché la tête. Je pense qu'elle a fait dévier une partie de mon courrier, ai-je dit. Je ne peux pas le prouver, mais je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai tenu une enveloppe avec mon nom dessus. J'aimerais en tenir une à nouveau. Il l'a mis sur la liste sans commentaire. À 2 heures du matin, la bouilloire a sifflé comme pour nous rappeler que même les batailles silencieuses méritent un thé. Il a versé, j'ai signé. Nous avons scanné ce que nous pouvions avec l'application sur son téléphone. La petite barre de progression bleue rampant comme une ligne de sauvetage le long d'un mur. 1 ou 2 fois, mes yeux ont brûlé. Non pas à cause de ce qui m'avait été renversé plus tôt, mais à cause de ce que je pouvais enfin voir maintenant. Il a fait semblant de ne pas remarquer. C'est un genre de gentillesse que les hommes peuvent s'offrir mutuellement. Dors un peu, dit-il après 3 heures. J'ai préparé la chambre d'amis au bout du couloir. Les draps sont propres. La porte se verrouille de l'intérieur. Il n'a échappé à aucun de nous qui l'a dit comme une mesure de sécurité, pas comme un geste d'hospitalité. Je me suis levée, les articulations de mes genoux émettant leur petite plainte, et je me suis dirigée vers la porte. Il a posé une main sur mon bras. Ce n'était pas une prise, juste un contact, comme on le fait avec quelqu'un qui a franchi une porte difficile. Nous laisserons les formulaires parler, dit-il. Dans la chambre d'amis, la fenêtre donnait sur un érable. Les feuilles bougeaient comme un murmure. Je me suis allongée sur le lit, gardant mes vêtements. La vieille infirmière en moi veut toujours être prête à partir. Non pas parce que je m'attends à une urgence, mais parce que l'habitude apaise. La brûlure sur mes cuisses piquait quand je bougeais, mais la douleur ressemblait à une conséquence, pas à une sentence. À un moment donné, j'ai dormi. Quand je me suis réveillée, il faisait encore assez sombre pour prétendre que le matin n'était pas encore né. À 7 heures, nous étions à la banque. C'était la petite agence de la rue principale où la caissière vous reconnaît encore si vous portez le même chapeau 2 fois. Le directeur nous a fait entrer dans son bureau quand Gérard a montré l'insigne qu'il n'a pas, mais qu'il porte toujours d'une manière ou d'une autre. La posture, une pile de papiers organisés, une voix qui dit « Nous ne sommes pas là pour menacer. Nous sommes là pour réparer ». Nadine, du département, est arrivée 10 minutes plus tard. Elle s'est présentée avec une poignée de main ferme et un sourire qui n'essayait pas de rendre les choses acceptables. Elle avait son propre dossier, plus lourd que le nôtre, et une façon de s'asseoir qui prenait exactement la place dont elle avait besoin, pas un centimètre de plus. Nous avons expliqué. Pas de théâtralité, juste des dates et des montants, et la copie d'une règle de mail imprimée avec un horodatage qui trônait sur le dessus comme un sceau. La cravate du directeur était trop serrée, et il l'a desserrée sans s'en rendre compte en lisant. « Mettons une opposition, dit-il finalement. Nous allons également émettre une nouvelle carte de débit pour votre compte de pension et bloquer l'ancienne. Je peux signaler ces 6 mois de transactions et les soumettre pour examen comme potentiellement non autorisées. Certaines seront plus difficiles à contester que d'autres, ajouta-t-il honnêtement. Mais ce schéma, oui, ce schéma parle. Le stylo de Nadine bougeait rapidement pendant qu'il parlait. Je vais déposer un signalement pour abus de faiblesse, dit-elle. Et même le mot « faiblesse » ne m'a pas piqué à cause de la façon dont elle l'a dit, comme une catégorie qui méritait un garde du corps. Cela n'ouvre pas automatiquement une enquête pénale, Madame Lefebvre, mais cela crée un dossier.
Cela incite également les banques et les commerçants à prendre votre litige plus au sérieux. Seriez-vous prête à faire une brève déclaration? Oui, ai-je dit. Le « oui » m'a surprise par sa facilité. Nous l'avons fait à la petite table ronde, ma voix stable, pendant qu'elle écrivait, s'arrêtant pour relire des phrases afin de s'assurer qu'elles étaient les miennes. Astérisque je n'ai pas autorisé. Je n'ai pas reçu. Astérisque des mots que je n'aurais jamais imaginé devoir dire à propos de mon propre sang. Mais les dire ressemblaient moins à une trahison qu'à l'extraction d'une écharde. La blessure était déjà là. L'outil l'a simplement mise en lumière. Quand nous avons eu fini, Nadine a fait glisser une carte vers moi. Si elle se présente ici, dit-elle en tapotant la surface, ou à votre domicile ou chez votre ami, et que vous vous sentez sous pression ou en danger, appelez. Vous n'avez pas à faire de scène. Mais n'en faites pas un secret. J'ai hoché la tête et j'ai rangé la carte dans le portefeuille que je possédais toujours parce qu'elle n'avait pas réussi à me le prendre la semaine dernière quand elle avait insisté pour porter mon sac. La caisse de crédit était la suivante. C'était plus calme là-bas, un bourdonnement comme dans une bibliothèque. La femme au guichet avait à peu près l'âge de Karine quand elle a obtenu son diplôme. Son badge indiquait « Clarisse » en lettres capitales joyeuses. Elle m'a souri comme on sourit à une personne. Pas un problème. Nous avons ouvert un nouveau compte. J'ai utilisé le dépôt de la mutuelle pour l'alimenter. Nous avons défini un mot de passe que personne d'autre que moi ne connaîtrait et une question de sécurité dont seuls Jean et moi comprendrions la réponse. L'authentification à 2 facteurs a été liée à mon téléphone, et j'ai regardé le petit code arriver à l'écran, comme un petit bateau accostant dans un bon port. Nous sommes repartis avec une nouvelle carte de débit et le sentiment qu'une porte s'était fermée derrière nous, volontairement cette fois, pas par la main de quelqu'un d'autre. Au service de la publicité foncière, Gérard a demandé une copie de mon titre de propriété avec le genre de politesse qui ne laisse aucune place à la discussion. L'employé a feuilleté une pile, a tapé quelque chose sur un clavier avec des doigts qui avaient fait ça 1000 fois, et est revenu avec un papier qui m'a coupé le souffle. Astérisque unique propriétaire, Hélène Lefebvre astérisque, enregistré le mois où Jean et moi avions signé, il y a 28 ans. Pas de transfert, pas d'amendement, pas de nom de fille se faufilant dans l'encre comme une mauvaise herbe dans une fissure. Gérard n'a pas souri. Ce n'est pas un homme qui sourit au soulagement de quelqu'un d'autre, mais il a dit « c'est clair ». Et il a mis le papier dans le dossier comme un homme qui range un bon outil dans sa boîte. Nous nous sommes arrêtés pour un café l'après-midi, chaud mais pas brûlant, et un sandwich que nous avons à peine goûté. Ce n'était pas une célébration. C'était du carburant. Sur le chemin du retour chez lui, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli l'ignorer par principe. Puis j'ai lu la première ligne. La Poste, confirmation de changement d'adresse. Votre courrier a été réexpédié à la BP. Suivi d'un numéro que je n'avais jamais vu. La date était d'il y a 3 mois. Initié en ligne. Il y avait un lien pour « Gérer votre réexpédition ». Sous « Autorisé par », il y avait mon nom. Ce n'était pas mon email de confirmation. J'ai tendu le téléphone à Gérard, qui a lu, puis l'a passé à Nadine quand elle nous a rejoints à la table de la salle à manger pour terminer le dossier. Nadine n'a pas fait la grimace. Elle n'en avait pas besoin. Elle a simplement ajouté la capture d'écran à la pile avec une pince soignée. Ce genre de choses, dit-elle, ne ressemble pas à de l'attention quand un procureur le pose sur une table. Nous n'appelons pas la police aujourd'hui, ai-je dit, plus à moi-même qu'à elle. Ce n'était pas de la peur. C'était une limite. Nous construisons. Nous le mettons sur papier. Exactement, dit Nadine. Vous empilez des briques. Vous n'avez pas encore à vivre dans la maison, mais elle est en cours de construction. La journée s'est terminée comme certains incendies, pas avec des trompettes, pas avec un vent pur, mais avec le sifflement des cendres humides. La lampe de Gérard brillait. Le dossier s'était alourdi de notre travail. Sur le bloc-notes, il a dessiné une courte liste pour demain. Parler à l'enquêteur de la banque, déposer l'annulation de la réexpédition, mettre à jour l'adresse postale auprès de la sécurité sociale, la sienne pour l'instant. Prendre rendez-vous avec son ami qui s'occupait de fiducie simple, le genre qui calme les choses avant qu'elles ne deviennent bruyantes. Je me suis adossée et j'ai écouté la maison respirer. Dehors, un chien a aboyé et s'est arrêté. L'érable a de nouveau agité ses feuilles. J'ai regardé mes mains, des mains de vieille femme, veinées, tachetées, et je n'en ai ressenti aucune honte. Elles avaient aidé des gens dans des situations désespérées. Je pouvais m'en sortir aussi. Je ne l'appelle pas, ai-je dit, presque au grain du bois. Je n'explique pas,
Comme j'ai toujours expliqué. Gérard a arraché la feuille du bloc et me l'a tendue. Tu n'as pas à le faire, dit-il. Tout est expliqué ici. Il a éteint la lampe, et la pièce s'est remplie d'une douce obscurité qui n'était pas menaçante. J'ai serré le dossier contre ma poitrine et j'ai senti le calme s'installer sur moi comme une couverture que Jean avait l'habitude de border sur mes genoux quand je m'endormais sur le canapé. Pour la première fois depuis des mois, je voulais dormir non pas pour échapper à la journée, mais pour rencontrer la suivante. Quand le téléphone a de nouveau vibré sur la table, j'ai failli ne pas le prendre. Puis j'ai vu l'aperçu, RDV confirmé, évaluation immobilière, et 1 heure, 2 après-midi plus tard. Non demandé par moi. Demandé par un gestionnaire de maisonnée, en utilisant mon email, le même email qui avait transféré mes relevés dans un dossier sombre. L'adresse était ma maison. J'ai posé le téléphone face contre la table et j'ai laissé le silence faire son travail. Gérard m'a regardé. Nadine m'a regardé. Personne n'a dit « appelle-la ». Personne n'a dit « fonce là-bas ». Personne n'a rien dit du tout. C'est moi qui ai finalement parlé, et ma voix n'a pas tremblé. Laissons les papiers répondre, ai-je dit. Cela ressemblait moins à une reddition qu'à un levier placé sous une poutre. Quelque part, à cette autre table de cuisine, la vapeur d'une tasse négligente flottait encore dans l'air. Ici, sur celle-ci, l'air était clair. Demain, nous avions du travail. Ce soir, j'ai verrouillé la porte de la chambre d'amis de l'intérieur, non pas parce que j'avais peur de qui pourrait entrer, mais parce que j'avais enfin quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Je me suis réveillée au son d'une tondeuse à gazon quelque part dans la rue et au faible murmure de Gérard au téléphone dans la cuisine. Pendant quelques secondes, je ne savais pas où j'étais. Les draps étaient trop propres. L'air sentait légèrement l'huile de citron, et le plafond n'avait pas la tache d'humidité que je devais repeindre depuis 5 ans. Puis la nuit m'est revenue, les relevés étalés sur la table de Gérard comme des cartes, la règle de transfert imprimée avec un horodatage qui ne m'appartenait pas, le titre de propriété, avec mon seul nom dessus. Je n'avais pas rêvé. Le papier était réel. Je me suis assise lentement, attendant que la douleur dans ma hanche se manifeste. Elle l'a fait, mais plus doucement que d'habitude, comme si quelque chose à l'intérieur avait cessé de me combattre et avait décidé de travailler avec moi pour une fois. Je me suis habillée, j'ai gardé la même chemise que la veille, odeur de café et tout, et je suis descendue dans le couloir. Gérard était près de l'évier, le téléphone à l'oreille et un crayon derrière l'oreille, écoutant comme il le fait, les yeux plissés, le menton baissé, sans interrompre. Il a terminé l'appel par un simple « compris », a posé le téléphone et m'a regardé comme s'il vérifiait un pouls. « Tu as dormi ?» a-t-il demandé. « Un peu », ai-je dit. « Assez. » Il a fait un signe de tête vers la table. « Nous avons une série de rendez-vous. Nadine a organisé une rencontre avec un enquêteur de la banque cet après-midi. Le service de la publicité foncière a envoyé par email une copie certifiée conforme du titre de propriété. Et j'ai parlé à Clarisse de la caisse de crédit. Elle a signalé 2 tentatives de connexion infructueuses à ton nouveau compte tôt ce matin, depuis un appareil inconnu. Rien n'est passé. J'ai laissé la dernière partie s'installer. Déjà, dit-il. C'est ce que font les gens quand on leur coupe le robinet. Ils tapent sur les tuyaux. Je me suis versé un café et je l'ai pris noir. Je ne faisais pas confiance au lait à ce moment-là, même celui qui était innocemment dans le réfrigérateur de Gérard. La tasse a réchauffé mes paumes, et pendant quelques secondes, la chaleur était juste de la chaleur, pas de l'humiliation. Il a fait glisser une page sur la table, son écriture soignée et ferme. Une liste. La poste d'abord, dit-il. Nous allons annuler la réexpédition et te prendre une boîte postale qu'ils ne pourront pas toucher. Après ça, je veux que tu rencontres quelqu'un. Qui? Franck, dit-il, un ancien pompier. Il s'est lancé dans l'immobilier après que son genou lui ait dit d'arrêter de jouer les héros. Il connaît les agences, connaît la propriété, et sait se taire. Tu as besoin d'un ami qui parle le langage des maisons. J'avais perdu le compte du nombre de fois où j'avais vu Franck sortir des hommes de situation critique. La pensée de lui a remué quelque chose de chaleureux sous le café. Et une de plus, ajouta Gérard. Une avocate spécialisée en fiducie. Maître Élise Renaud. Elle n'est pas tapa accent Graveleuil. Elle blinde les choses sans faire de bruit. Est-ce que ça ne te semble pas excessif? Ai-je demandé. L'excès, c'est pour les incendies, dit-il. Ceci est un lent refroidissement. Tu as besoin d'isolation.
Nous sommes sortis sous un ciel de la couleur du papier frais. L'érable devant sa maison secouait ses feuilles, se débarrassant de la nuit dernière. Le monde avait l'air assez normal pour que, si j'avais été le genre de femme à aimer faire semblant, j'aurais pu le faire. Je n'avais plus ça en moi. Le bureau de poste était déjà bondé. Un bambin traînait un tube en carton par une ficelle. Un homme en gilet fluo tenait 5 avis de passage. Nous avons fait la queue et regardé l'employé s'occuper d'une demi-douzaine de problèmes à la fois avec la patience d'une sainte qui aurait renoncé à être canonisée. Quand ce fut notre tour, Gérard a reculé et m'a laissé parler. Je dois annuler un changement d'adresse, ai-je dit. Il n'a pas été autorisé par moi. L'employé, cheveux gris en chignon, lunettes sur une chaîne, m'a regardé par-dessus ses montures comme si elle avait entendu cette phrase 100 fois et n'en aimait toujours pas le goût. « Avez-vous une pièce d'identité » a-t-elle demandé. J'ai tendu ma carte d'identité. Elle a tapé. L'écran a éclairé son visage de bleu et a rendu ses lèvres plus froides qu'elles ne l'étaient. « Réexpédition initiée en ligne, dit-elle, il y a 3 mois. Vérifiée par email. »« Pas mon email, ai-je dit. » Elle n'a pas discuté. Elle a imprimé une copie, les détails nets et clairs. Date, heure, le numéro de la boîte postale. Je n'avais jamais vu la case d'autorisation cochée à côté de mon nom. Elle a fait glisser le papier vers moi, et une partie de moi est revenue avec lui. Je n'imaginais rien. Quelqu'un avait déplacé mon adresse via un portail et comptait sur le fait que je ne regarderais pas derrière. Nous allons déposer une demande d'annulation, dit-elle. Cela pourrait prendre une semaine pour tout défaire. Voulez-vous une boîte ici? Oui, ai-je dit. Une petite. Une petite est aussi privée qu'une grande, dit-elle. Et je l'ai immédiatement appréciée pour ne pas essayer de me vendre de la dignité. Elle m'a guidée à travers le formulaire et m'a regardé écrire mon nom. Quand j'ai rendu le stylo, elle a regardé non pas moi, mais le nom sur le formulaire, comme si reconnaître une personne était une façon de réparer un tort. Vérifiez-la tous les 2 jours, dit-elle. Non pas parce qu'elle sera pleine, mais parce qu'elle est à vous. Nous sommes partis avec une clé pour la boîte 137. Je l'ai tournée dans ma paume comme une pièce de monnaie avant de la ranger dans le portefeuille qui refusait de me quitter. Franck était au café du commerce avant nous. Il était facile à repérer, des épaules larges qui s'étaient transformées en un large ventre, une casquette de baseball délavée, des mains comme des pelles posées autour d'une tasse. Il s'est levé en me voyant, a souri sans montrer les dents et m'a serré fort dans ses bras, comme on le fait quand la personne dans vos bras est encore là. Et ce n'est pas rien. Mon Dieu, Hélène, dit-il en reculant pour me regarder, ses yeux faisant le scan, le visage pour les bleus, la posture pour les compromis, le vieux contrôle. Tu vas bien? J'ai connu pire, ai-je dit. J'ai connu mieux. Il a hoché la tête comme si la réponse satisfaisait la question qu'elle méritait. Nous nous sommes assis. La serveuse l'a appelé par son nom et a apporté une 2e tasse sans demander. Il a écouté pendant que Gérard racontait l'histoire en ligne claire. Sans fioriture, comme on déroule un tuyau droit dans un couloir pour ne pas trébucher dessus plus tard. Les mains de Franck n'ont jamais quitté sa tasse. Quand Gérard a terminé, il a soufflé et a fixé un trou dans la table. « Elle t'a versé du café dessus, dit-il. »« Oui, ai-je dit. » Il a secoué la tête une fois, un minuscule refus du choix de l'univers, puis a mis ce refus de côté. « D'accord, dit-il au grain du bois. Alors on va juste te construire une autre cuisine. » C'est un homme qui a appris à traduire la fureur en travail. Il a fouillé dans sa veste et a fait glisser une carte de visite sur le menu plastifié. Carla Dubois, agent immobilier. Petite police, pas de dorure, le genre de carte qui vit dans un portefeuille parce qu'elle en gagne le droit. Elle est discrète, dit-il. C'est comment? Estimer une maison sans en faire un défilé. Elle fera une visite discrète, sortira des comparaisons et parlera à un notaire de confiance. Si tu veux vendre, elle la mettra en vente. Si tu veux la garder et la verrouiller, elle te dira comment. Si tu veux la mettre en fiducie, elle retiendra son souffle jusqu'à ce que les papiers atterrissent. Dis-lui de le programmer, ai-je dit, puis j'ai pris une inspiration. À partir de ce matin, quelqu'un a programmé une expertise chez moi en utilisant mon email. Les sourcils de Franck se sont levés sous le bord de sa casquette. Laisse-moi deviner, pas toi. Pas moi. Alors, soit ils essaient un refinancement, soit ils testent la valeur pour une vente qu'ils pensent que tu ne verras jamais. Il a pris une serviette, a sorti un stylo de derrière son oreille et a écrit 2 mots. Astérisque chaîne de possession astérisque. Il les a soulignés 2 fois.
Tout ce que tu autorises concernant cette maison passe par quelqu'un qui sait aussi épeler ça. Tu ne rencontres pas les prestataires de services seuls sur cette propriété. L'expert qui vient pour toi porte tes papiers, pas les leurs. La serveuse a fait glisser des assiettes que nous n'avions pas demandées devant nous. Toast, fruits qui semblaient surpris d'être réveillés. Nous avons mangé par obligation. La nourriture est du carburant quand on a des échelles à monter. Entre deux bouchées, Franck a raconté l'histoire d'une veuve dont le neveu avait transformé sa maison en Airbnb sans qu'elle comprenne ce qu'était une application. Pas d'arrestation, pas de reportage télévisé, juste une ordonnance restrictive et un changement de serrure. Cela s'est terminé avec une lumière de Porsche qui s'est allumée au bon moment et la femme qui a dormi toute la nuit pour la première fois depuis 1 an. Des vents calmes, dit-il. De bons papiers et de bonnes serrures. Après le café, nous sommes allés au bureau de maître Élise Renaud. Son immeuble ressemblait à tous les autres bâtiments bas en briques qui abritent de petites entreprises et des secrets. Son hall d'entrée avait une plante qui était soit très saine, soit très fausse, et une rangée de chaises qui suggérait que personne n'était censé rester longtemps. Elle est apparue à l'heure du rendez-vous, et a dit mon nom comme une voisine qui vous appelle depuis le jardin. Madame Lefebvre, dit-elle en tendant la main. Je suis désolée que nous nous rencontrions dans ces conditions. J'ai vu pire, ai-je dit. Et bu de meilleurs cafés. Elle a souri à cela, sans le genre de sourire de pitié que j'ai toujours détesté. Nous nous sommes assis à sa table de conférence et j'ai posé le dossier. Elle a mis des lunettes de lecture et a pris chaque feuille de papier à 2 mains, comme on prend une assiette fragile sur une étagère. Quand elle a eu terminé, elle a enlevé ses lunettes et les a posées sur le dossier fermé. Ce n'est pas une histoire rare, dit-elle. Mais elle est particulièrement nette. Vous détenez toujours le titre de propriété. Il n'y a pas de procuration. Vous avez des techniques de contrôle démontrables, le transfert de mails et de courriers, qui ont été mises en place sans votre consentement éclairé. Et vous avez un schéma d'exploitation financière qui signale une dépendance qui ne réduit pas votre autonomie. Cela renforce votre crédibilité. J'ai hoché la tête comme si je comprenais chaque mot, car la plupart étaient en français. Que faisons-nous ? Ai-je demandé. Nous créons une fiducie irrévocable, dit-elle en dessinant une petite boîte sur un bloc-notes. Elle a écrit mon nom à l'intérieur. La maison y entre. Les comptes de pension que vous contrôlez encore peuvent y entrer plus tard. Vous êtes la constituante et la bénéficiaire. Nous nommons un fiduciaire, quelqu'un d'autre que vous, pour tenir le stylo afin que vous ne puissiez pas être poussé. Cette personne peut être Gérard, une banque ou un avocat, mais je préfère quelqu'un qui répondra à vos appels après le dîner. Gérard, ai-je dit. Gérard n'a pas tressailli. Il a juste dit. Heureux d'être ennuyeux. Et Élise a souri avec ses yeux. Nous allons également rédiger une lettre de non-contact, a poursuivi Élise. Non accusatrice, juste factuelle. À compter de cette date, Madame Karine Martin n'est plus autorisée à effectuer des transactions ou à accéder aux biens ou aux comptes appartenant à Madame Lefebvre. C'est sec, mais c'est ce que vous voulez. Ça ne laisse aucune surface à l'argumentation. Je ne veux pas l'humilier, ai-je dit, me surprenant de la véracité de ce sentiment. Je veux qu'elle arrête. Cette approche tend à accomplir les 200 spectacles, dit Élise. Si les forces de l'ordre doivent être impliquées plus tard, cela crée une séquence claire. Si ce n'est pas le cas, cela y met souvent fin. Nous avons parcouru le formulaire de fiducie point par point. Mon nom dans des cases, la description légale de la maison, la désignation du fiduciaire. Élise a noté le numéro d'enregistrement et les coordonnées de la parcelle. Elle a appelé sa notaire avec un bouton sur son bureau. La notaire est arrivée avec un sceau et un ton neutre. J'ai signé mon nom avec un stylo qui écrivait plus doucement que prévu. Au bas de la page, Hélène Lefebvre ressemblait à nouveau à une femme que je connaissais. Élise m'a donné des copies et m'a dit que l'original serait enregistré dans les 48 heures. Une fois que ce sera fait, dit-elle, toute tentative de refinancement ou de vente sans le fiduciaire se heurtera à un mur. Un mur poli, mais un mur. Merci, ai-je dit, les mots petits et lourds. Ne me remerciez pas encore, dit-elle. Remerciez la machinerie banale de la loi. Elle est ennuyeuse. C'est là son génie. Nous sommes ressortis à la lumière qui était devenue celle de l'après-midi. Le monde avait les mêmes voitures et les mêmes oiseaux et les mêmes garçons à vélo faisant les mêmes bêtises. Mais ma poitrine était différente sous ma chemise. La maison n'était plus un endroit que Karine contrôlait avec son attitude et ses horaires. C'était une ligne sur une page enregistrée,
bientôt à vivre à l'intérieur d'une boîte avec mon nom et la main ferme de Gérard sur le couvercle. Quelque chose en moi qui retenait son souffle a finalement expiré. Sur le chemin du retour chez Gérard, Franck a appelé. J'ai Carla pour 15 heures demain chez toi. Elle nous y retrouvera avec un porte-bloc et un appareil photo, et aucune patience pour les bêtises. Je serai avec elle. Tu resteras sur le trottoir. Si quelqu'un demande, elle est là à la demande de la propriétaire. Quelqu'un a déjà programmé une expertise, ai-je dit. On a vu le SMS. C'est bien, dit-il. Laisse leur étranger écrire son chiffre. Nous écrirons le nôtre sur un meilleur papier. De retour à la table de Gérard, Nadine attendait avec son propre dossier et une posture de chaise droite qui disait qu'elle ne s'appuyait que si une personne le méritait. Elle était allée à la banque pendant que nous étions avec Élise. Un enquêteur avait commencé à rassembler des informations sur les commerçants derrière les transactions. Elle a fait glisser une impression sur la table. Des commandes passées à 2 heures du matin, des livraisons à mon adresse, des signatures capturées sur un iPad que je n'ai jamais touché. Voulez-vous voir les captures d'écran ? A-t-elle demandé. Non, ai-je dit avant de pouvoir imaginer le défilement qui n'était pas le mien. Je veux que vous les ayez. C'est déjà fait, dit-elle. J'ai également déposé une opposition sur la réexpédition de la poste et noté la demande de changement d'adresse comme contestée. Cela la met dans une autre catégorie. Est-ce que ça les arrête ? Ai-je demandé. Ça les ralentit, dit-elle. Et ça laisse des traces. Elle a posé une carte avec une ligne directe et un numéro de matricule de quelqu'un qui, lui, porte un signe. Si Madame Martin se présente à la banque, ils m'appelleront. Si elle vient chez votre amie, vous m'appelez. Si elle appelle, vous ne répondez pas. Si elle laisse un message, ne l'effacez pas. Le silence est une sorte de déclaration. Laissez ces mots s'accumuler à leur place. J'ai pensé à la voix de Karine dans la cuisine, plate et répétée, et je pouvais entendre à quelle vitesse elle se transformerait en performance quand elle réaliserait que la porte qu'elle avait l'habitude de franchir avait maintenant une serrure. J'ai ressenti de la pitié sans le besoin de la déposer devant elle comme une offrande. Elle pouvait la garder. J'étais occupée. La nuit est venue, et avec elle une fatigue qui n'était pas de la défaite, mais la façon du corps de dire « Tu as travaillé aujourd'hui ». Gérard a de nouveau cuisiné des œufs et a brûlé les toasts. Je les ai mangés sans me plaindre. Nous avons regardé les informations locales à faible volume et les avons éteintes avant la météo parce que je savais déjà ce que demain apporterait. Un front arrivant de l'ouest et une petite tempête sur la rue des Érables. J'ai dormi d'un sommeil différent. Pas de sursaut, pas d'écoute des bruits de pas dans le couloir. Quand le soleil est passé à travers les stores en fines rayures, je l'ai senti sur mes bras et j'ai pensé, voilà ce que c'est qu'un matin quand on le possède. À 14h50 le lendemain après-midi, nous nous sommes garés dans la rue devant ma maison. L'herbe avait l'air tondue parce que mon argent avait payé l'homme qui la tondait. Le rideau était ouvert parce que le contrôle aime être vu. Une berline blanche était garée dans l'allée avec un logo sur la portière. Expertise et diagnostic. Un homme avec une tablette en est sorti et a vérifié sa montre comme le font les gens qui pensent que leur temps leur appartient plus qu'à vous. Le camion de Franck s'est garé derrière nous. Il en est descendu avec un porte-bloc et un badge qui n'en était pas un. Juste une carte plastifiée avec son nom et un numéro de licence qui signifiait qu'il était autorisé à avoir des opinions sur les maisons pour de l'argent. Carla est sortie du côté passager, une femme dans la quarantaine avec un appareil photo autour du cou et un visage calme qui semblait allergique au drame. « Vous devez être Madame Lefebvre », dit-elle sur le trottoir, tendant la main et prenant la mienne comme si c'était un document que nous signions toutes les deux. « Nous serons brefs et professionnels. Vous n'avez pas besoin d'entrer. Franck escortera si l'entrée est requise. Mon évaluation est indépendante de tout ce qu'il pourrait vous dire. » L'autre expert s'est approché avec l'arrogance facile de quelqu'un qui s'attend à être laissé passer. Il a souri comme on sourit à un passager confus dans le mauvais avion. « Bonjour », dit-il. « Nous avons une expertise de prévue pour cette adresse. » Carla a tourné son corps juste assez pour bloquer sa dérive automatique vers l'allée. « Et nous en avons une de prévue par la propriétaire, » dit-elle. « Nous effectuons la nôtre maintenant. » Son sourire s'est aminci. « J'aurais juste besoin d'un accès. »« De la part de qui ?» a demandé Carla. « De la part du gestionnaire de la maisonnée, » dit-il, et il m'a regardé, puis la maison, comme si la permission pouvait pousser sur une haie. « La propriétaire est présente, » dit Carla, toujours sans élever la voix. « Et elle ne vous a pas invité à entrer. »« Écoutez, a-t-il essayé de nouveau, j'ai un calendrier. »
Vous avez un calendrier, a terminé Franck pour lui, aussi amical qu'un bedeau du dimanche. Mais ce dont vous avez besoin, c'est d'une autorisation. Vous ne l'avez pas. Si vous souhaitez parler à l'avocate de ma cliente, vous pouvez appeler ce numéro. Il a tendu la carte d'Élise comme un cadeau de menthe pour la mauvaise haleine. L'homme est resté planté là un instant de plus que nécessaire, puis a hoché la tête d'un signe sec et est retourné à sa voiture. Il y est resté assis une bonne minute, a tapé quelque chose sur la tablette, et est parti sans lever les yeux. Parfois, les roues tournent quand elles sont censées le faire. La voiture de Karine n'était pas dans l'allée. L'espace d'une respiration, j'ai été reconnaissante pour la chose pour laquelle je n'aurais jamais pensé être reconnaissante. Son absence. Pas de scène, pas de cris, pas de performance sur une pelouse où je lui avais appris à faire du vélo. Carla a travaillé. Franck a mesuré. Je suis restée sur le trottoir avec Gérard, qui n'a rien dit parce qu'il n'en avait pas besoin. La maison semblait différente d'ici. Les lignes étaient les mêmes, la peinture du même blanc cassé fatigué, mais quelque chose dans la façon dont le soleil frappait les fenêtres avait changé. Peut-être que c'était mes yeux. Peut-être que c'était la boîte qu'Élise avait dessinée sur le papier avec mon nom à l'intérieur. Sur le chemin du retour chez Gérard, mon téléphone a vibré. Une icône de messagerie vocale. Je n'ai pas appuyé sur lecture. J'ai laissé être ce que c'était, un message, pas un mandat. Nous nous sommes de nouveau assis autour de la table. Carla a envoyé ses notes préliminaires, structure solide, toit vieillissant, rénovation de la cuisine mal faite, et des ventes comparables qui racontaient une histoire, comme le font les chiffres quand on leur demande gentiment. Vous aurez le rapport officiel demain, dit-elle. Ne soyez pas surprise si leur tentative déclenche un appel d'un prêteur. Si c'est le cas, ne discutez pas. Renvoyez-les à votre conseil. J'apprends toutes sortes de nouvelles façons de dire non sans dire non, ai-je dit. C'est de la planification successorale, dit-elle. Un long et poli non. Nous avons passé un appel avant le dîner, au serrurier de confiance de Franck. Il nous retrouverait le matin, avec ma permission et Gérard à ses côtés, pour changer les serrures qui avaient été tournées si souvent par d'autres mains qu'elles avaient oublié les miennes. Élise a envoyé par SMS une photo du dépôt de la fiducie enregistrée. Le numéro du document brillait comme un petit phare sur une carte sombre. Je suis sortie sur le porche de Gérard et j'ai regardé l'érable transformer l'air en une danse. J'ai pensé à Karine, petite fille, courant à travers un arroseur, criant de joie, le soleil scintillant dans ses cheveux. La façon dont ses joues rougissaient quand elle s'épuisait et tombait sur mes genoux sans autre but que d'être tenue. Le souvenir ne m'a pas poignardé comme il l'avait fait l'année dernière. Il s'est assis à côté de moi. Un ami qui sait quand se taire. Derrière moi, j'ai entendu le grattement de la chaise de Gérard sur le parquet, le cliquetis de la vaisselle allant dans l'évier. La voix basse de Nadine flottait depuis la salle à manger. Elle était au téléphone avec quelqu'un qui mettrait une note dans un système pour qu'une future porte nécessite une clé différente. Un SMS a fait vibrer mon téléphone. Numéro inconnu. Tu ne peux pas être sérieuse. C'est cruel. Pas de nom, pas de point d'interrogation. En dessous, un second. On parlera demain. Je n'ai rien tapé. J'ai posé le téléphone face contre la balustrade du porche et j'ai laissé le bois prendre son poids. Le calme ne signifie pas la faiblesse. Il signifie la mesure. Il signifie que le plan a le temps de respirer. À l'intérieur, la maison sentait le poivre, le savon à vaisselle et autre chose. Quelque chose de propre qui n'avait rien à voir avec l'huile de citron. Ça sentait une vie remise sur ses propres pieds. Je suis rentrée, j'ai fermé la porte et j'ai tourné le verrou de ma main. Le clic était petit. L'écho ne l'était pas. Le matin après cette réunion avec l'avocate, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Les vieilles habitudes de mon défunt mari dans la marine nationale ne m'avaient jamais quittée. L'aube me tirait encore du lit comme une corde invisible. Mais ce matin était différent. Pour la première fois depuis des années, je sentais l'attrait de la possibilité plutôt que de la routine. L'air à l'extérieur de mon petit appartement était vif, chargé de la légère odeur de la rosée se déposant sur les balustrades rouillées. J'ai ouvert les stores et j'ai laissé entrer la lumière pâle. Je me suis préparé une simple tasse de café noir. Pas le liquide amer et brûlé que Karine faisait toujours, mais celui que j'aimais, doux avec juste assez de force pour me rappeler que j'étais en vie. Je me suis assise à la petite table de la cuisine, sirotant lentement, laissant la vapeur monter, me souvenant à quel point les choses avaient été différentes. Le petit déjeuner signifiait autrefois Karine à 7 ans, les cheveux en bataille, me demandant de couper ses toasts en triangle.
C'était le rire en famille, quelque chose qui valait la peine de rentrer à la maison. Maintenant, c'était le silence, et ce silence était devenu la forge où je martelais mon plan pour lui donner forme. J'avais appris une chose de mon mari, et une autre de 20 ans à travailler aux urgences. Chaque chute ne vient pas du chaos, mais de l'arrogance de supposer qu'on ne se fera jamais prendre. Karine et Marc étaient devenus arrogants, trop sûrs d'eux. Ils me considéraient comme effacé, une note de bas de page sans levier. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que j'avais passé ma vie à observer comment les gens se détruisent, souvent de leurs propres mains. J'ai pris le dossier que l'avocate m'avait donné. À l'intérieur se trouvaient les documents soigneusement agrafés, titres de propriété, relevés, ébauche de fiducie. Mon avocate m'avait montré quelque chose qui m'avait stupéfaite. Marc et Karine avaient refinancé ma maison sans ma signature. Info, pure et simple. Ils avaient déplacé de l'argent entre des comptes à mon nom, supposant que je ne le remarquerais jamais. C'était une fraude assez importante pour les enterrer si cela allait au tribunal. Je n'ai pas refermé le dossier brusquement. Je n'ai pas laissé la rage me guider. Au lieu de cela, j'ai tout étalé sur la table, lissant les papiers d'une main calme. Chaque ligne, chaque gribouillis falsifié n'était plus seulement une preuve de trahison. C'était un levier. À 9 heures précises, je suis retourné au bureau de l'avocate, le dossier sous le bras comme un soldat portant des ordres. « Bonjour, Hélène », dit-elle quand je suis entré. Elle m'a fait signe de m'asseoir. « J'ai tout lu », ai-je dit en faisant glisser le dossier sur son bureau. « Je veux aller de l'avant, mais pas encore au tribunal. Je veux préparer le terrain. » Elle s'est adossée, croisant les mains. « Vous voulez dire que vous voulez les laisser croire qu'ils ont le contrôle ?» Un sourire s'est dessiné au coin de ma bouche. « Exactement. Laissez-les penser que je suis finie. Puis rappelez-leur à qui appartient encore tout ce qu'ils ont touché. » Elle a gloussé doucement. « Vous avez de la patience. Ça coupera plus profondément que n'importe quoi d'autre. » Je n'ai pas répondu. Mon silence suffisait. Plus tard dans l'après-midi, Karine a appelé. La première fois que j'ai vu son nom clignoter sur mon téléphone depuis qu'elle m'avait mise dehors. Pendant un instant, j'ai envisagé de l'ignorer, de la laisser mariner dans la raison pour laquelle elle avait soudainement besoin de moi. Mais j'ai appuyé sur « Accepter ». « Maman », dit-elle, la voix adoucie mais cassante comme un plaquage bon marché. « Je voulais savoir comment tu t'installais dans ton nouvel appartement. » J'entendais la voix de Lucas en arrière-plan, se plaignant d'un jeu. La voix de Marc aussi, sèche, lui disant de se taire. Leur maison n'avait jamais été plus silencieuse que lorsque j'y vivais. Toujours une tension qui bourdonnait sous les murs. « Je vais bien », ai-je dit d'un ton égal. « L'appartement est petit, mais il est à moi. »« C'est bien », dit-elle. Pause. « Écoute, à propos de la carte de crédit, les frais de scolarité de Lucas, ses dépenses. Ça a été difficile, tu sais. » Voilà. Pas même une minute de politesse avant qu'elle ne revienne à l'argent. « Karine », ai-je dit doucement. « Tu m'as versé du café dessus dans ta cuisine. Tu m'as traité de fardeau et tu m'as dit de partir. Tu m'as effacé. Maintenant, tu appelles pour de l'argent. Qu'est-ce que tu crois que je suis, exactement ? » Silence. Puis une inspiration brusque. « Tu es ma mère. Ne déforme pas les choses. Les familles s'entraident. C'est ce que tu m'as toujours appris. » J'ai failli rire, mais c'est sorti comme une expiration sèche. Les familles ne falsifient pas les signatures des autres, Karine. Le silence à l'autre bout du fil s'est figé. J'avais jeté un caillou dans l'eau, et les ondulations mettraient du temps à atteindre le rivage, mais je savais que j'avais touché juste. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit-elle finalement, la voix raide. « Je pense que si, » ai-je dit, puis j'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse se démener pour trouver des mensonges. Cette nuit-là, j'ai regardé de vieilles photographies, non pas pour me morfondre, mais pour aiguiser ma mémoire. Karine a 12 ans, tenant son premier gant de softball. Karine a 16 ans, conduisant la voiture d'occasion que j'avais péniblement réussi à lui acheter. Karine en toge de diplômée, les bras autour de moi, souriant comme si j'étais l'encre de son monde. Et puis Karine, maintenant. Les mêmes mains qui s'étaient autrefois accrochées à mes épaules, renversant maintenant une tasse de café brûlant sur mes genoux. J'ai posé les photos côte à côte sur mon bureau. Le passé et le présent. Puis j'ai remis les anciennes dans le tiroir. La fille de ces photos n'existait plus. La femme debout dans ma cuisine, les bras croisés, la voix plate, était quelqu'un d'autre, et cette femme devrait apprendre ce que signifiait me sous-estimer. La semaine suivante,
J'ai assisté à la pièce de théâtre de l'école de Lucas. Non pas parce que je voulais l'encourager, pour être honnête, je ne le voulais pas, mais parce que les apparences comptent. Je me suis assise au deuxième rang, seule. Karine m'a repérée quand elle et Marc sont entrés. Ses yeux se sont brièvement écarquillés, puis se sont rétrécis. Elle ne s'attendait pas à me voir. Pendant l'entracte, elle s'est approchée. Un faux sourire étiré sur son visage. « Maman, je ne m'attendais pas à te voir. » « Je ne manquerai pas la performance de mon petit-fils, » ai-je dit calmement. Marc planait à côté d'elle, raide, ses yeux vacillant vers moi comme si j'étais une tâche qu'il ne pouvait pas enlever. « Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être, » marmonna-t-il à voix basse. Je me suis penchée plus près, ma voix basse et stable. « Non, Marc. C'est toi qui as fait ça, quand tu as pensé que personne ne remarquerait les papiers que tu as signés avec mon nom. » Il s'est figé, sa mâchoire se crispant. Pendant un instant, une peur réelle a traversé ses yeux, puis l'a recouverte d'un rictus. « Tu n'as aucune preuve. » Je l'ai presque plaint. Presque. On verra. La main de Karine s'est posée sur son bras, son sourire se fissurant juste assez pour montrer sa nervosité. Ils se sont excusés rapidement, se retirant dans la foule. Je suis restée assise, regardant, patiente comme toujours. De retour à l'appartement, j'ai écrit dans un carnet. Chaque trahison, chaque mot, chaque signature falsifiée, chaque offense. J'ai daté chaque entrée, détaillé chaque fait. Non pas parce que j'oublierai, mais parce qu'un souvenir sans trace peut être rejeté comme de l'amertume. Avec des archives, la mémoire devient une preuve. Certaines nuits, je restais éveillée, écoutant la ville à l'extérieur de ma fenêtre. Le vrombissement des voitures, les aboiements des chiens, les disputes des voisins. Cela me rappelait les nuits de garde de Jean dans la marine. Le silence s'étirant, ses yeux scrutant les eaux sombres. Le danger ne venait jamais quand on s'y attendait. Il fallait être immobile, alerte, patient. Et donc j'ai attendu. J'ai laissé Karine et Marc mariner. Les ai laissés s'inquiéter de ce que je savais, de ce que je ne savais pas. J'ai laissé leur peur ronger leur sommeil. Un soir, le téléphone a de nouveau sonné. Karine, cette fois, sa voix plus aiguë, presque frénétique. « Maman, il faut qu'on parle de la maison. » Je n'ai rien dit, j'ai juste écouté. La banque nous a dit qu'il y avait des irrégularités. On pourrait tout perdre si tu insistes. La voilà. La peur dans sa voix, enfin. Karine, ai-je dit, laissant son nom flotter lourdement dans l'air. Tu m'as dit un jour que j'étais un fardeau. Est-ce que les fardeaux portent des maisons sur leur dos pour leurs enfants? Est-ce que les fardeaux paient les frais de scolarité et les courses et empêchent les toits de s'effondrer? Elle a reniflé, mais je ne me suis pas adoucie. Tu m'as demandé de quitter ta maison. D'accord. Mais comprends bien ceci, je ne serai pas effacée. Ni légalement, ni financièrement, ni en tant que ta mère. Tu penses que le mépris est bon marché. Tu verras ce qu'il coûte. Et avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai de nouveau mis fin à l'appel. Cette nuit-là, en éteignant les lumières, j'ai senti un calme s'installer en moi. Ce n'était pas de la vengeance au sens bruyant et cinématographique. Pas de feu d'artifice, pas de cris. C'était plus silencieux, plus aiguisé. Le genre de justice qui arrive comme le gel, lente, stable, indéniable. Et au fond de moi, je savais que Karine et Marc n'avaient pas encore commencé à saisir à quel point leur mépris allait leur coûter cher. Les jours qui ont suivi ce dernier appel de Karine étaient différents, comme si le sol sous elle et Marc avait commencé à bouger, et que seul moi pouvais entendre les fissures se former. J'ai continué ma vie aussi tranquillement que possible, m'assurant qu'ils ne voient rien de ce que je préparais vraiment. J'allais toujours au marché le matin, saluant la même caissière qui me demandait toujours si je voulais un sac en papier ou en plastique. Je m'asseyais toujours sur mon balcon le soir avec mon carnet, notant les petits détails qui pourraient un jour avoir de l'importance. Mais sous toute cette routine ordinaire, je me sentais comme une femme qui avait posé un piège dans les bois et attendait simplement que la corde se tende. Une semaine plus tard, une lettre est arrivée par la poste. Elle m'était adressée mais portait le cachet du tribunal de grande instance. Je l'ai ouverte lentement, m'attendant à moitié à ce que ce soit une autre insulte de la banque. Au lieu de cela, c'était un avis de saisie immobilière imminente contre la propriété de Karine et Marc. Mon nom était toujours lié au prêt, ce qui signifiait que je recevais aussi l'avis. Mes mains n'ont pas tremblé en le lisant. Au contraire, j'ai ressenti une clarté que je n'avais pas eue depuis des mois. Ils avaient pensé que falsifier ma signature et me mettre dehors serait la fin.
Mais le papier dans mes mains était la preuve que leur arrogance avait tourné l'arme contre eux-mêmes. Cette nuit-là, Karine a de nouveau appelé. Cette fois, elle n'a même pas pris la peine de faire semblant. Maman, on a besoin d'argent. La banque menace de prendre la maison. On va tout perdre. S'il te plaît, tu dois nous aider. J'ai laissé le silence s'étirer. Je pouvais entendre sa respiration superficielle. Entendre Lucas en arrière-plan jouant à un jeu vidéo comme si le monde ne s'effondrait pas autour de lui. J'ai finalement dit, vous m'avez mise dehors de cette maison. Tu m'as versé du café dessus et tu m'as dit que j'étais un fardeau. Pourquoi penserais-tu que je lèverais le petit doigt pour la sauver maintenant? Sa voix s'est brisée, aiguë et désespérée. Parce que tu es ma mère. Tu es censé t'en soucier. Ce mot astérisque censé astérisque flottait dans l'air comme un nœud coulant. Non, Karine. Une mère s'en soucie quand elle est traitée comme telle. Tu m'as traitée comme une banque, comme une carte de crédit qui respire. Et maintenant, tu veux que je nettoie le désordre que vous avez créé avec des mensonges et des faux. Est-ce que tu t'entends seulement? Il n'y a pas eu de réponse, juste ces sanglots silencieux avant que la ligne ne se coupe. Le lendemain, Marc s'est présenté à mon appartement. Il a frappé fort, comme un homme qui veut intimider, oubliant que la personne à l'intérieur a vu des tempêtes pires. J'ai ouvert la porte lentement. Il se tenait là, les épaules carrées, portant une chemise repassée comme s'il essayait encore de ressembler à quelqu'un qui a le contrôle. « Il faut qu'on parle, dit-il. » Je me suis écartée et l'ai laissé entrer. Il ne s'est pas assis, a juste fait les 100 pas dans le petit salon, ses chaussures grinçant sur le vieux bois. « Écoute, je ne sais pas ce que tu crois avoir sur nous, mais si cette saisie va jusqu'au bout, on sera tous ruinés. Ton nom est aussi sur ce prêt. Tu perdras tout. » Je me suis adossée à ma chaise, croisant les bras. La différence, Marc, c'est que je n'ai falsifié la signature de personne. Le tribunal le verra. C'est toi qui devras répondre aux questions, pas moi. Son visage s'est assombri. Tu n'entraînerais pas ta fille là-dedans. Au tribunal, dans un scandale. Je l'ai fixé, ma voix stable. C'est déjà ce que tu as fait quand tu l'as convaincu que c'était une bonne idée. Tu crois que je ne sais pas qui a poussé les papiers, qui lui a murmuré à l'oreille des histoires d'argent facile. Tu m'as toujours vu comme faible. Mais laisse-moi te dire quelque chose, Marc. Les faibles ne survivent pas aux épreuves de la vie. Les faibles n'élèvent pas des filles seules pendant des années pendant que leurs maris s'éteignent dans des lits d'hôpitaux. Les faibles ne restent pas silencieux quand on les efface. J'ai attendu assez longtemps. Pour la première fois, il a tressailli. Son assurance s'est légèrement fissurée. Si tu vas jusqu'au bout, tu vas déchirer la famille. J'ai failli rire. Marc, c'est déjà fait. Il est parti sans un mot de plus, claquant la porte si fort que le cadre a tremblé. Mais j'ai remarqué quelque chose avant qu'il ne sorte, la sueur qui perlait à son col, la façon dont sa main tremblait en atteignant la poignée. Il avait peur. Et la peur rend les gens négligents. 2 jours plus tard, j'ai reçu un autre appel, mais cette fois pas de Karine ou Marc. C'était de la directrice de l'école de Lucas. Elle m'a demandé si je pouvais venir pour discuter de certains problèmes de comportement. J'ai accepté, bien que ma première pensée ait été que Marc et Karine l'avaient envoyé pour me culpabiliser. Quand je suis arrivée, cependant, j'ai réalisé que c'était pire que ça. Lucas avait été surpris en train de se vanter auprès de ses camarades que ses parents allaient acheter un nouveau bateau une fois qu'ils se seraient débarrassés de quelques problèmes de vieil homme. Les mots m'ont tordu l'estomac. Les enfants répètent ce qu'ils entendent à la maison. Cela signifiait que Karine et Marc lui faisaient encore croire que tout était sous contrôle, que l'argent arrivait, que j'étais l'obstacle à leur vie parfaite. Je me suis assise en face de la directrice, écoutant attentivement. Elle avait l'air mal à l'aise, incertaine de ce qu'elle devait partager. « Madame Lefebvre, je pensais juste que vous devriez savoir. » Lucas semble confus. Il parle de vous comme si vous étiez la raison pour laquelle sa famille a des difficultés. Nous n'aimons pas voir les enfants placés au milieu de conflits d'adultes. Je les remerciais, gardant ma voix calme, mais à l'intérieur, je brûlais. Ils empoisonnaient même leur fils contre moi. Non content de la trahison, ils devaient réécrire l'histoire pour que je devienne la méchante à ses yeux. Je suis sortie de cette école avec la mâchoire serrée et la poitrine lourde. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'hésiter. S'ils voulaient une guerre d'histoire, je leur en donnerais une, étayée par la vérité et les preuves. Ce soir-là, j'ai appelé mon avocate. « Il est temps, ai-je dit. Déposez la plainte. Fraude,
Faux et usage de faux, toute la liste. Elle n'a même pas hésité. Compris. Nous agirons rapidement. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de paperasse et d'audience. Karine a cessé d'appeler. Marc a essayé une fois de plus, laissant un message vocal plein de menaces, mais je l'ai supprimé sans l'écouter jusqu'au bout. J'ai laissé la loi suivre son cours, chaque document un clou dans le cercueil qu'il s'était construit. Quand la date du procès est enfin arrivée, je me suis habillée de mon vieux blazer, celui avec les boutons en laiton poli jusqu'à ce qu'ils attrapent la lumière. Je voulais que le juge me voie non pas comme une vieille femme fragile dont on profite, mais comme quelqu'un qui a survécu à des tempêtes et ne se laisserait pas effacer. Karine et Marc étaient assis à la table d'en face, tous deux semblant plus petits que je ne les avais jamais vus. Les yeux de Karine allaient partout sauf vers moi. Le visage de Marc était raide, la mâchoire verrouillée, mais ses mains s'agitaient constamment, trahissant la nervosité qu'il ne pouvait cacher. Le juge a examiné les preuves, les signatures falsifiées, les transferts, les mensonges. Mon avocate a tout exposé clairement, chaque page une lame. L'avocat de Marc a balbutié des objections, mais rien n'y a fait. La vérité était trop lourde, trop bien documentée. Quand le juge a finalement levé les yeux, ses mots étaient aussi tranchants que du verre. Ce tribunal trouve des preuves suffisantes de fraude et de faux. La responsabilité incombe à Marc Martin et, dans une moindre mesure, à Karine Martin. Un dédommagement est requis. La procédure de saisie se poursuivra avec une documentation corrigée. Karine a eu un hoquet, couvrant sa bouche. Les épaules de Marc se sont effondrées. C'était fini, et il le savait. Après, dans le couloir, Karine m'a enfin regardé. Ses yeux étaient rouges, son visage pâle. « Maman » a-t-elle murmuré, presque comme elle le faisait quand elle était petite. « Comment as-tu pu faire ça ?» Je l'ai étudié un long moment. « Non, Karine. Comment as-tu pu ? Je t'ai tout donné. Et quand tu as eu le choix, tu m'as donné du mépris. Ce n'est pas moi qui te fais quelque chose. C'est moi qui refuse de te laisser m'effacer. » Elle a tendu la main comme pour toucher mon bras, mais j'ai reculé. Il y a des blessures qu'une main ne peut guérir. Elle a baissé sa main, les larmes coulant, et pour la première fois, je n'ai pas ressenti la piqûre de la culpabilité. J'ai ressenti le poids de la justice. Cette nuit-là, je me suis de nouveau assise à ma petite table de cuisine, la même où j'avais étalé les papiers des semaines auparavant. Seulement maintenant, les papiers étaient différents. Des ordonnances du tribunal estampillées, des décisions officielles, le genre de preuves que personne ne pouvait déformer. Dehors, la ville continuait, des lumières brillant aux fenêtres, la vie allant de l'avant. À l'intérieur, j'ai enfin respiré plus facilement. La guerre n'était pas finie. Le mépris ne se termine jamais proprement. Mais la première bataille était à moi. Et alors que je m'adossais, sirotant mon café, j'ai pensé à quelque chose que Karine avait dit un jour quand elle était enfant. Elle m'avait demandé pourquoi la marine entraînait les hommes à attendre si longtemps avant d'agir. Je lui avais dit, parce que la patience gagne les guerres. Et la patience venait de gagner la mienne. Quand la poussière du tribunal est retombée, je pensais que le silence reviendrait. Je croyais qu'après le jugement, après la signature des papiers de saisie et l'estampillage de la vérité dans la loi, Karine et Marc se retireraient, panseraient leurs plaies et apprendraient au moins une certaine mesure d'humilité. Mais l'arrogance a une façon de survivre même après avoir été abattue. Elle persiste dans les murmures et les mensonges racontés derrière des portes closes, dans les histoires que les gens se racontent pour s'endormir la nuit. Et ainsi, les semaines après le procès n'ont pas apporté la paix. Elles ont apporté le lent dénouement de tout ce qu'ils avaient essayé de maintenir ensemble. Cela a commencé avec Lucas. Il n'avait que 15 ans, pris entre l'adolescence et l'âge adulte, mais les enfants sentent les mensonges plus vite que les adultes ne le croient. Un soir, alors que je fermais ma porte à clé, je l'ai vu debout en bas de l'escalier. Il avait l'air plus petit que d'habitude, son sweat à capuche de taille trop grand, ses baskets éraflées par des mois d'usure. Il n'a rien dit au début, m'a juste regardé comme s'il cherchait une encre. « Lucas » ai-je dit doucement. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il s'est agité, mal à l'aise, les mains au fond de ses poches. « Maman ne sait pas que je suis là. » Les mots portaient un poids plus lourd que son âge. Je lui ai fait signe de monter. À l'intérieur, j'ai fait du thé, la seule chose que je pouvais penser à offrir. Il s'est assis à ma table, les épaules voûtées, les yeux fixés sur le grain du bois. « Ils m'ont dit que tu avais tout gâché », a-t-il finalement dit. Sa voix s'est brisée à mi-chemin. « Que tu voulais qu'on perde la maison. Que tu détestais maman. »
J'ai pris une longue inspiration avant de répondre. Et qu'est-ce que tu crois, Lucas? Ses yeux ont vacillé vers les miens, incertains. Je ne sais plus. Je les ai entendus parler. Papa qui criait à propos de l'argent. Maman qui pleurait. Mais ensuite j'ai vu des papiers dans sa chambre. Des trucs du tribunal. Ton nom. A hoché la tête lentement, bien que je sache qu'il n'en saisissait pas encore tout le poids. Mais il le ferait. Le temps le lui apprendrait. Et en le regardant assis là, la couverture toujours autour de ses épaules, j'ai senti la plus faible lueur de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'espoir. Le palais de justice sentait le vieux bois et le papier, quelque chose de à la fois renfermé et solennel, comme si chaque mur avait absorbé des décennies d'échecs et de confessions humaines. J'étais assise dans la galerie, mes mains reposant sur la canne dont je n'avais pas vraiment besoin mais que je portais quand même, plus comme un rappel à moi-même qu'une béquille. À côté de moi, Lucas était assis, raide, ses doigts fins agrippant la sangle de son sac à dos. Il avait insisté pour venir. Karine ne voulait pas de lui ici, mais pour une fois, j'ai tenu bon et je lui ai dit qu'elle n'avait pas son mot à dire. Il était assez grand pour voir la vérité de ses propres yeux, pas à travers le filtre de disputes criées à minuit. Marc est entré le premier, marchant dans l'allée comme un homme qui pensait que le charme pouvait effacer les chiffres d'un grand livre. Son costume était repassé, son sourire acéré, mais ses yeux allaient et venaient comme ceux d'un joueur qui a déjà perdu sa main. Karine a suivi, les épaules tendues, les yeux rougis. Elle ne m'a pas regardé, pas une seule fois. Quand le juge est entré, tout le monde s'est levé. J'ai regardé les genoux de Karine trembler légèrement alors qu'elle se tenait debout, et je me suis demandé si elle se souvenait de toutes les fois où je l'avais stabilisée quand elle était enfant. L'ironie était vive. Je l'avais élevée pour qu'elle se tienne droite, et maintenant elle tremblait sous le poids de ses propres décisions. L'affaire était sèche à certains égards, juste des papiers et des signatures. Mais l'histoire que ces papiers racontaient était accablante. Des documents falsifiés, des comptes utilisés à mauvais escient, des paiements manqués non par accident, mais par intention. L'avocat de Marc a essayé de me peindre comme la méchante, la vieille femme têtue qui refusait d'aider sa fille quand elle en avait le plus besoin. Ils ont dit que j'avais des ressources, que je les thésaurisais, que si j'avais simplement tendu ma carte de crédit comme une mère compatissante l'aurait fait, rien de tout cela ne serait arrivé. Mon avocate, une femme stable nommée Denise, s'est levée sans élever la voix. Elle a simplement étalé les documents comme les pièces d'un puzzle. Elle a montré les signatures, a souligné les incohérences et a présenté la chronologie où j'avais été écartée, non pas parce que j'avais refusé, mais parce que Marc et Karine avaient essayé de me contourner entièrement. Votre honneur, dit-elle, sa voix calme. Ce que nous voyons ici n'est pas de la négligence de la part d'un parent. C'est de la manipulation de la part de ceux qui ont cherché à exploiter les liens familiaux à des fins personnelles. On n'a pas demandé de l'aide à ma cliente. On lui a ordonné. Et quand elle a refusé de se rendre aveuglément, elle a été effacée de la vie de sa propre fille. Ce qui a suivi n'est pas de sa faute. C'est de la leur. Le juge a examiné les documents avec la patience d'un homme qui avait vu cette pièce se jouer 100 fois auparavant. Pourtant, quand son marteau a frappé le bois, le son a été assez définitif pour faire tressaillir la salle. La saisie se poursuivra. Les défendeurs sont responsables des dommages et des frais de justice. Monsieur Marc Martin, Madame Karine Martin, vos actions ont des conséquences. Ce tribunal ne vous en protégera pas. Le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quel cri. Karine s'est effondrée sur sa chaise, le visage pâle. Marc s'est raidi, la mâchoire serrée, comme s'il croyait encore pouvoir annuler la décision par la volonté. Lucas s'est agité à côté de moi. Je l'ai senti lever les yeux. Son jeune visage était pris entre le triomphe et le chagrin. Il venait de voir ses parents tout perdre. Et bien qu'une partie de lui ait dû vouloir une justification, une autre partie pleurerait toujours les décombres. Karine s'est finalement tournée vers moi. Pour la première fois depuis des mois, ses yeux ont rencontré les miens. Ils n'étaient pas remplis de rage cette fois. Ils étaient vides. « Maman » a-t-elle murmuré si bas que je l'ai à peine entendue. « C'est ce que tu voulais. » Les mots ont frappé comme une pierre. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé la question flotter dans l'air, non pas parce que j'appréciais sa souffrance, mais parce que j'avais besoin qu'elle en ressente le poids. Puis, lentement, j'ai secoué la tête. « Non, Karine, ai-je dit. Ce que je voulais, c'était que tu choisisses l'honnêteté. Ce que je voulais, c'était que tu te souviennes de qui t'a élevé. Ce que je voulais, c'était de m'asseoir à ta table, pas dans cette salle d'audience. Mais tu as choisi le mépris.
Et le mépris recouvre toujours sa dette. Ses lèvres ont tremblé, mais elle n'a plus parlé. Marc a saisi son bras, la guidant hors de la pièce, son visage figé dans un masque sinistre. Je les ai regardés partir, sans joie, sans même de la colère, juste avec la froide certitude que la promesse que je m'étais faite le jour du café renversé s'était enfin réalisée. Lucas et moi sommes partis ensemble. Dehors, le vent d'automne nous cinglait vivement le visage. Il a marché en silence pendant un moment, puis a finalement demandé « Grand-mère, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Je l'ai regardé attentivement. « Maintenant, tes parents doivent vivre avec les conséquences. Et toi, Lucas, tu dois décider quel genre d'homme tu veux être. Tu as vu les deux côtés maintenant. Tu as vu ce que coûte le mépris. Et tu as vu ce que l'endurance apporte. Le choix t'appartient. » Il a hoché la tête lentement, son expression solennelle. Pour un garçon de 15 ans, il se tenait avec la gravité de quelqu'un de beaucoup plus âgé. Cette nuit-là, je me suis assise seule à ma table de cuisine, rejouant la journée dans ma tête. Le café, les cris, la salle d'audience, tout cela tourbillonnait ensemble pour former quelque chose comme une tempête qui finit par éclater. Mais les tempêtes ne laissent pas tout propre. Elles laissent aussi des débris. Et je me demandais quel morceau de Karine resterait après cela. Les jours ont passé. Les voisins chuchotaient à propos de la saisie des Martin, sur la façon dont la famille parfaite s'était effondrée. Certains les plaignaient, d'autres ricanaient derrière des volets fermés. Je n'ai rejoint aucun camp. Les commérages ne reconstruisent pas ce qui est brisé. Karine n'est pas venue me voir, pas avant des semaines. Je m'attendais à moitié à ce qu'elle disparaisse complètement, avalée par l'orgueil et la honte. Mais un soir, alors que le soleil se fondait dans l'horizon, on a frappé à ma porte. Quand j'ai ouvert, elle était là. Pas de maquillage, pas de mots durs, pas de phrases répétées. Juste ma fille, petite, fatiguée et à vif. « Maman, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle. Je ne sais pas où aller d'autre. » Quelque chose en moi s'est fissuré alors. Pas le pardon, pas encore, mais la reconnaissance. Parce que sous tous les mensonges et le mépris, elle était toujours la fille que j'avais autrefois portée sur mes épaules. La fille qui avait autrefois couru vers moi quand les cauchemars la tenaient éveillée. « Entre, ai-je dit. » Elle est entrée, ses yeux balayant les murs familiers comme si elle craignait qu'il ne la juge aussi. Pendant un long moment, nous sommes restés là, en silence. Puis elle a murmuré « Je suis désolée. » Les mots n'étaient pas suffisants pour effacer le passé. Mais c'était un début. Lucas nous a rejoints à la table. Il n'a pas dit grand-chose, mais sa présence a ancré le moment. Nous n'étions pas une famille guérie. Pas encore. Mais nous n'étions plus une famille en guerre. Plus tard, après le départ de Karine, Lucas est resté. Il m'a regardé avec des yeux qui portaient à la fois de la douleur et de la gratitude. « Tu ne l'as pas abandonné, » a-t-il dit doucement. J'ai secoué la tête. « Non, Lucas. Je ne l'ai pas fait. Mais je ne l'ai pas non plus laissé me détruire. C'est l'équilibre que tu dois apprendre. L'amour ne signifie pas la résignation. Cela signifie savoir quand rester ferme et quand ouvrir à nouveau la porte. » Il a hoché la tête, et je savais qu'il comprenait plus que ces années n'auraient dû le permettre. Alors que j'étais assise là, regardant la nuit s'approfondir à l'extérieur de ma fenêtre, j'ai réalisé que la promesse que j'avais portée dans ma poitrine depuis cette première brûlure avait enfin bouclé la boucle. Il ne s'agissait pas seulement de faire payer Karine. Il s'agissait de lui apprendre, à elle et à Lucas, que le mépris a un coût trop élevé pour qu'une famille puisse se le permettre. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie en paix. Après cette nuit, la maison semblait différente. Non pas que quelque chose ait physiquement changé, mais le silence n'était plus si lourd. Ce n'était plus le silence d'être effacé. C'était le silence de la possibilité, fragile et incertain, mais réel. Karine était revenue dans ma vie, non pas comme la fille qui m'avait ébouillanté de café et de mépris, mais comme quelqu'un de dépouillé, faisant face aux ruines de ses propres choix. Je ne me suis pas précipitée pour lui pardonner, mais je ne l'ai pas non plus repoussé. Quelque part entre ces deux extrêmes, une porte avait été laissée entr'ouverte. Les jours qui ont suivi ont eu un rythme étrange. Karine logeait dans la chambre d'amis d'une amie pendant qu'elle et Marc essayaient de recoller les morceaux de leur vie. Marc devenait de plus en plus en colère de jour en jour, furieux contre le monde, furieux contre moi, furieux contre Karine pour ne pas avoir réussi à me maîtriser. Mais Karine avait changé depuis le jugement du tribunal. Le tranchant de sa voix s'était émoussé, remplacé par autre chose, quelque chose de plus proche de la reconnaissance, peut-être même de l'humilité.
Elle m'appelait plus souvent, parfois juste pour savoir comment j'allais, parfois pour vérifier si Lucas était avec moi. Les appels étaient courts, hésitants, mais ils venaient d'elle, et chacun ébréchait le mur qu'elle avait construit entre nous. Lucas, d'un autre côté, est devenu mon ombre. Il passait plus souvent la nuit, dînait à ma table, m'aidait à réparer de vieilles choses dans la maison, et me posait même des questions sur mon passé. Un soir, alors que nous poncions une chaise dans le garage, il m'a posé une question si directe qu'elle m'a presque fendue en deux. « Grand-mère, » dit-il en balayant la sueur de ses mains. « Pourquoi ne leur as-tu pas juste donné la carte, ce soir-là? Ça n'aurait pas été plus simple ?» J'ai posé le papier de verre et je l'ai regardé. Son visage portait l'honnêteté brute de la jeunesse, encore intacte du poids total du compromis. « Parce que, Lucas, » ai-je dit avec soin, « certaines dettes sont plus grandes que des chiffres. Si je leur avais donné cette carte, ça n'aurait pas été de l'aide. Ça aurait été une reddition. Et une fois que tu te rends au mépris, il grandit. Il n'aurait pas pris seulement mon argent, mais ma dignité. Et la dignité, une fois perdue, est plus difficile à regagner que n'importe quel euro. » Il a hoché la tête, mâchonnant la pensée, et je savais qu'il comprenait plus que ses mots ne le révélaient. Pendant ce temps, la chute de Marc s'est accélérée. Ses associés l'ont abandonné après le jugement. Son nom est devenu synonyme de fraude en ville. L'homme qui se pavanait autrefois en chaussures vernies marchait maintenant les épaules courbées, les yeux fuyants, comme si tout le monde portait un miroir reflétant ses échecs. Karine s'accrochait de moins en moins à lui. Leur dispute parvenait aux oreilles de Lucas. Et bien que je n'ai jamais insisté pour avoir des détails, j'en ai entendu assez pour savoir que les fissures devenaient des canyons. Un dimanche après-midi, Karine s'est de nouveau présentée à ma porte. Ses cheveux étaient attachés, ses vêtements simples. Elle avait l'air fatiguée, mais pas brisée. Elle s'est assise à la table, se tordant les mains, puis a finalement parlé. « Maman, » dit-elle, les yeux rivés sur les miens. « Je quitte Marc. » Je n'ai pas tressailli. Au fond de moi, je savais que cela allait arriver. « Pourquoi maintenant ?» ai-je demandé. Elle a expiré un son qui semblait vider des années de poids de sa poitrine. « Parce que j'ai finalement réalisé qu'il ne veut pas d'une partenaire. Il veut un bouclier, quelqu'un à blâmer. Et j'en ai fini d'être son excuse. J'ai déjà trop perdu. Je ne perdrai pas Lucas aussi. Voilà. La vérité, dit enfin. Pendant un instant, j'ai juste étudié son visage. Le même visage que je connaissais depuis qu'elle était enfant. Sous les rides du regret, j'ai vu la fille qui s'était autrefois agrippée à ma main à la fête foraine, terrifiée de me perdre dans la foule. Elle était toujours là, juste enfouie. « Et Lucas ?» ai-je demandé, ma voix se raffermissant. « Il vivra avec moi. Je veux reconstruire avec lui. Mais, maman, je ne peux pas le faire seule. Je ne veux plus t'exclure. J'ai besoin de toi. Il a besoin de toi. » Les mots ont percé plus profondément que n'importe quelle brûlure de café. J'avais attendu des mois, des années même, pour entendre cet aveu. Pourtant, une partie de moi hésitait. Pouvais-je y croire? Pouvais-je lui faire confiance? Je me suis penchée en avant, croisant les mains sur la table. « Karine, » ai-je dit, « je serai toujours là pour Lucas, et pour toi, si tu penses ce que tu dis. Mais je ne te sauverai pas. Pas encore. Tu dois faire le travail toi-même. Tu dois prouver que le mépris n'est pas ce qui te définit. » Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas détourné le regard. « Je sais, » a-t-elle murmuré. « Je le ferai. » Cette nuit-là, Lucas est resté. Il a mangé de bon appétit. Harry a une histoire que je lui ai racontée sur Karine quand elle avait son âge. Et pendant un instant fugace, l'air a de nouveau semblé familier. Pas la famille fracturée et amère de l'année écoulée, mais quelque chose de plus proche des anciens jours, quelque chose d'entier. Marc, cependant, ne s'est pas effacé discrètement. Il a fait irruption dans mon jardin 2 semaines plus tard, son costume en désordre, son visage sauvage de fureur. Il a crié des accusations, la salive volant, les poings serrés. Lucas se tenait à la fenêtre, les yeux écarquillés, mais je lui ai dit de rester là. Je suis sortie. « Vieille femme », a aboyé Marc, sa voix rauque. « Tu crois que tu as gagné, n'est-ce pas? Tu crois que tu m'as tout pris. » Je me suis tenue droite, ma canne à la main, ma voix calme. « Je ne t'ai rien pris, Marc. C'est toi qui as tout jeté. Et tu as utilisé ma fille pour le faire. » Sa poitrine se soulevait, sa mâchoire se contractait. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait me frapper, mais au lieu de cela, ses épaules se sont affaissées.
Il a juré à voix basse, a tourné les talons et a dévalé la rue en titubant. Je ne l'ai plus jamais revu après ça, pas en personne. Le bruit a couru qu'il avait quitté la ville, laissant des dettes derrière lui comme des miettes de pain. Mais je n'ai pas poursuivi son ombre. Ce n'était plus ma bataille. Les mois qui ont suivi ont été lents mais constants. Karine a emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, modeste mais chaleureux. Lucas s'est épanoui, ses notes se sont améliorées, son rire est revenu. Et moi? J'ai retrouvé la paix dans l'ordinaire. Cuisiner le dîner pour deux, réparer le grincement de la porte arrière, lire tard dans la nuit sans craindre d'être sommé de donner le peu qu'il me restait. Un soir, alors que l'hiver pressait contre les fenêtres, Karine m'a rejointe pour le dîner. Elle s'est éclaircie la gorge à mi-repas et a dit « Maman, je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Je sais que désolé n'est pas suffisant. Mais j'ai besoin que tu saches que je le vois maintenant. Je vois ce que le mépris m'a coûté. Et j'en ai fini de payer ce prix. » Je l'ai regardé, vraiment regardé, et pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. J'ai levé mon verre d'eau et j'ai dit « Alors, trinquons au nouveau départ. » Elle a souri, les larmes aux yeux, et a trinqué son verre au mien. Cette nuit-là, après leur départ, je me suis assise seule dans la maison silencieuse. Le silence était toujours là, mais il n'était plus lourd. Il était doux, presque amical. J'ai repensé à ce jour où le café a ébouillanté mes jambes, où les mots de Karine ont coupé plus profondément que la brûlure elle-même. Je m'étais alors promis que le mépris serait payé. Et il l'avait été. Non par la vengeance, non par la destruction, mais par la révélation, en la laissant voir de ses propres yeux à quel point il était devenu coûteux. Je me suis adossée à ma chaise, expirant dans la pièce sombre. La vie ne m'avait pas donné la famille dont j'avais autrefois rêvé, mais elle m'avait donné autre chose, quelque chose de plus dur, de plus aiguisé, de plus durable. Une vérité, la dignité ne peut être donnée comme une carte de crédit. Elle doit être gardée, même quand elle vous coûte tout le reste. Et dans cette vérité, j'ai trouvé la paix. Astérisque, merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la playlist qui s'affiche maintenant à l'écran astérisque.